Eh bien bonsoir ou bonjour encore, je ne sais pas, c'est à vous de voir. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Cette vidéo fait suite à la précédente où on avait déjà parlé un petit peu des vrais objectifs de la guerre en Ukraine, le fameux plan des mondialistes pour exploiter l'Ukraine et la Russie. On avait déjà vu deux objectifs qui étaient justement d'exploiter l'Ukraine à travers le traité d'association et puis une libéralisation de l'économie, transformer tout ce joli pays en un joyeux centre de profit pour les multinationales et les plus riches, notamment d'Occident. Et puis, bien sûr, ensuite, utiliser l'Ukraine dans une guerre de proxy pour faire péter la Russie, la démanteler et appliquer la même méthode qu'en Ukraine aux 40 États suivants et pouvoir exploiter les ressources tranquillement. Aujourd'hui, on va poursuivre notre vidéo. C'est un peu une deuxième partie, mais voilà. Là aussi, ça va être très long. Pour autant, c'est essentiel parce qu'il faut pouvoir donner les clés de compréhension. Certains pourraient me dire que je devrais faire plus court ou segmenter, diviser, mais les informations font partie d'un tout cohérent et c'est un peu difficile de découper. Donc, ce sera long, mais c'est normal. Et on va faire un peu un résumé de l'actualité pour comprendre tout ce qui s'est passé ces 2-3 derniers mois et même les dernières années, notamment ces 3 ans de guerre. Donc on va parler de la menace russe, de la mobilisation de l'épargne, de l'Europe de la défense, et comment tout ce beau monde instrumentalise le conflit pour faire avancer divers intérêts pas toujours très avouables derrière la lutte pour la souveraineté de l'Ukraine, le droit international, la démocratie et toutes ces conneries. Il y a des choses beaucoup plus pragmatiques et terre à terre, mais on évite de le dire parce que ça fait mauvais genre, quoi. Disons que l'adhésion du public à ce type de motif de guerre ne serait peut-être pas facile à obtenir. On va commencer avec notre génie du millénaire, la courge la plus chère de France, d'Europe, 15 000 balles par mois, Valérie Hayé. On a toujours l'impression qu'elle va pleurer quand elle parle. Valérie Hayé qui nous explique que nous sommes dans un moment historique et grave parce que nous sommes entourés de puissance et l'Europe est menacée, on va tous mourir. Écoutons-la, c'est le début du projet Peur. On est dans un moment d'une gravité historique. La menace russe, on la connaissait, elle s'amplifie et effectivement, vous l'avez rappelé, ce qui change la donne aujourd'hui, c'est le renversement d'alliance historique des États-Unis. Ce n'est pas simplement un retrait du soutien à l'Ukraine. Évidemment, c'est décisif, mais ça va plus loin. On voit bien que les États-Unis, aujourd'hui, sous Donald Trump, ont choisi un autre camp. Ils ont choisi de ne plus respecter l'ordre international établi et de ne plus assurer la promotion de nos valeurs occidentales. Donc, le risque, il est là. La réalité politique, elle est là. Et puis, il y a aussi une réalité géopolitique. On est entouré de puissances hostiles. Quand on regarde depuis 20 ans, l'Union européenne a augmenté ses dépenses de défense de 20%. La Chine de 600%, la Russie de 300%. On va y venir. Donc, il faut être prêt au pire. Il ne s'agit pas de se réarmer parce qu'on serait des vats en guerre, mais il s'agit de se réarmer pour assurer notre propre sécurité. Ouin, 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 les Russes nous menacent, Trump nous a trahis, nous a lâchés, on doit prendre le relais, et nous sommes entourés de puissances hostiles qui nous veulent du mal parce que finalement, derrière la construction européenne, ce qu'il y a, c'est une énorme xénophobie. Tout ce qui n'est pas européen est une menace. Alors voilà, la Russie qui nous menace, complètement encerclée par les bases de l'OTAN, sachant que de l'autre côté de l'hémisphère nord, vous avez le Canada qui fait partie de l'OTAN, et bien sûr les États-Unis, idem aussi ici à l'ouest, où vous avez l'Alaska. Regardez comme la Russie a placé son pays proche des bases de l'OTAN, ils veulent la guerre, évidemment. Donc c'est ridicule. Concernant l'augmentation des dépenses, là aussi, c'est un chiffre qui revient pas mal dans les médias et dans toutes ses interventions, elle n'oublie pas de le sortir, mais elle donne un chiffre en citant une évolution. La Russie a augmenté de 300%, la Chine de 600%. Alors bon, le problème c'est que la Russie, ces 20 dernières années, elle sortait quand même de l'effondrement de l'URSS, et on voit que de 92 à 2000, il y a un effondrement des dépenses, et il tombe à quelque chose comme 15 milliards de dollars constant de 2017. Voilà, histoire de pouvoir lisser les évolutions. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus gros. Voilà. Donc la Russie, c'est le trait rose, effondrement des dépenses, et forcément depuis 2000, une fois que c'est passé au ras des pâquerettes, quand on revient à une situation normale, vous avez une explosion, multiplication par 5 ou 6 des dépenses. Mais bon, finalement, la Russie, qui est un pays assez vaste, et 2 fois plus peuplé que la France, se retrouve en 2017 avec les mêmes dépenses militaires que la France. Donc, si on compare à l'OTAN, c'est sans commune mesure. Cette carte montre bien aussi l'écueil de regarder les proportions et les évolutions, parce que là, apparemment, l'Afrique est sur le point de nous envahir. Évolution des dépenses militaires en base 100 par région. L'Afrique, plus 300% depuis 98.
98 à 2017. Asie-Océanie, Moyen-Orient, explosion. Et pendant ce temps, regardez, c'est terrible, l'Union européenne stagne, les États-Unis, les dépenses semblent diminuer. Et puis là-dedans, dans la partie Europe, en fait, ils ont ajouté la Russie, je pense. Et c'est pas notre allié, évidemment. Donc là, nous sommes entourés de menaces. C'est absolument horrible. Et finalement, quand on regarde en volume, l'Afrique, dont les dépenses explosent apparemment, il y a toujours aucun pays africain dans le top 8 des dépenses en 2020-2022, là. On peut voir aussi que la partie Asie-Océanie est en fait motivée par l'augmentation des dépenses de la Chine et de l'Inde qui comptent quand même la moitié de la population de la planète. Donc c'est un peu normal de les retrouver en haut du classement. Comme je vous le disais, vous avez la Russie. Pareil, Moyen-Orient, en fait, c'est essentiellement l'Arabie Saoudite qui est une guerre avec le Yémen. La Russie aussi augmente ses dépenses militaires entre 2020 et 2022, justement pour préparer la guerre en Ukraine. Et on voit que la plupart des pays voient leurs dépenses augmenter à peu près à la même vitesse, autour de 30%. Il y a quand même des pics pour les pays qui sont en guerre. Et effectivement, Allemagne et France sont à la traîne entre 2020 et 2022. Mais là encore, il faut voir d'où on partait, et pour faire un petit focus sur la Chine. La Chine, qui est aujourd'hui la première puissance économique et l'un des pays les plus peuplés du monde, a quand même 3 à 4 fois moins de dépenses militaires que les États-Unis, mais c'est la Chine qui menace le monde. Et justement, pour s'intéresser un peu plus près à la Chine, là encore, on revient sur l'évolution. Avant 2003-2004, le passage des années 2000 à peu près, ils avaient moins de dépenses militaires que la France. Et jusqu'en 2014, ils étaient en dessous des dépenses militaires de toute l'Union européenne, qui, comme on le sait, se repose essentiellement sur les États-Unis. La Chine a connu une croissance économique fulgurante ces 20 dernières années, à coût de 10% par an à peu près, et forcément ça se ressent sur les dépenses militaires qui suivent. Donc on passe au début des années 2000 à une somme inférieure à 50 milliards, à plus de 250, donc effectivement, multiplication par 5. Est-ce qu'ils sont méchants pour autant? Ben non, puisqu'on voit que les dépenses en part du PIB sont stables. Depuis les années 93, ça tourne autour de 2 à 2,5% du PIB. Voilà, donc comme la France, actuellement. Donc il n'y a pas de volonté belliciste, et il se trouve que l'objectif de l'Union européenne actuellement, c'est de passer les dépenses à 5% du PIB, parce que nous sommes menacés par tout le monde. Donc si l'augmentation des dépenses est un facteur d'agressivité ressenti par les voisins, c'est pas la Chine qui est agressive, puisque ses dépenses stagnent, en réalité, c'est l'Union européenne qui veut s'armer et se surarmer par rapport à la taille de son économie et même par rapport à ses menaces pour prétendument se défendre. Contre qui, contre quoi? On se met à désigner des ennemis, la Chine, la Russie, alors que ces gens-là, pour l'instant, ne représentent pas de menace. Mais bon, on va aller sauver Taïwan comme on a sauvé l'Ukraine. Une fois qu'on a agité la menace, on explique qu'on est très fort. Donc là, c'est le discours du loser. On en vient évidemment à François Bayrou, qui va nous expliquer à quel point la France avait raison, etc. Vous allez voir ça. Mais cet effort, nous l'avons supporté solitairement. La France avait raison. La France avait raison. On le découvre aujourd'hui au moment même où notre principal allié paraît se ranger aux éléments de langage du pays qui attaque l'Ukraine et menace le reste de l'Europe. En 20 secondes, il y a quand même un paquet de conneries. Donc maintenant, ce type, qui était haut commissaire au planqué, quoi, qui a sabordé l'indépendance et la souveraineté de la France tout au long de sa carrière, vient nous expliquer que la France avait raison. Il s'arroge le bénéfice d'une position qu'il n'a jamais tenue, et on s'en rend compte aujourd'hui qui ont. Bah, justement lui et toute sa clique. Et puis vous voyez aussi le rapport qu'ils ont à la réalité quand il dit les États-Unis se rangent aux éléments de langage de l'agresseur. C'est-à-dire que la réalité n'existe pas. Le fait que l'Ukraine est perdue et que des gens meurent pour rien aujourd'hui et que personne ne veut aller au carton en fait avec la Russie pour reconquérir les territoires perdus, cette réalité-là n'existe pas. C'est un ensemble d'éléments de langage. C'est-à-dire que la post-vérité que ces gens dénoncent comme étant un truc des réseaux sociaux, de Trump, l'extrême droite, attaque contre la démocratie et toutes ces conneries, ils la vivent. C'est eux le monde post-vérité. Tout le monde a une vérité. Toutes les vérités se valent. Tout n'est qu'un ensemble d'éléments de langage, tout n'est que vision du monde et des choix personnels,
Et donc, bah, il y a les éléments de langage de l'Occident, il y a les éléments de langage de la Russie, et puis on fait son petit marché, quoi. Et puis il y a les gentils, il y a les méchants, et c'est tout. Mais la réalité propre sur le terrain, il en a rien à foutre. En face de cette situation, il est un constat que nous ne faisons pas assez. Et ce constat est celui-ci. Nous, les Européens, sommes plus forts que nous le croyons. Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Et nous nous comportons comme si nous étions faibles. Ah bah tiens donc. Oh, c'est bizarre ça. Moi je croyais qu'il fallait faire l'Europe pour faire le poids. Ça fait des décennies qu'on nous casse les couilles avec cette histoire. Et maintenant ils nous disent, oh ben l'Europe, on se comporte comme si on était des serpillères. Faudrait qu'on arrête. Faudrait qu'on découvre qu'on est fort. Enfin, tu vois aussi l'esprit d'abandon et voilà la médiocrité du personnage. L'esprit d'abandon qui est total, qui est déjà national. Voilà, la France, c'est rien du tout, on est petit. Maintenant, c'est la mondialisation, il faut faire l'Europe pour faire le poids. Et comme c'est des merdes, une fois que tu leur confies l'Europe, ils sont toujours en train de dire on est trop petit. C'est-à-dire que eux sont trop petits pour pouvoir avoir la moindre puissance. Tu pourrais leur donner la planète entière et ils diraient on est trop petit, vous vous rendez compte le nombre de planètes qu'il y a dans l'univers. D'ailleurs, Bayrou a sorti un truc sur l'univers, il s'est planté, bref. Donc c'est des merdes. Mais on est fort, on est des génies, etc. Et donc pourquoi est-ce qu'on est très fort? Écoutons-le. L'Union européenne, rappelons les chiffres, c'est à elle seule 450 millions d'habitants. Et avec la Grande-Bretagne et la Norvège, nos alliés, nous sommes plus de 520 millions d'habitants. Les États-Unis, 340. Et la Russie, 150. Le produit intérieur de l'Union, additionné à celui de la Grande-Bretagne, c'est plus de 10 fois le produit intérieur de la Russie. Et voilà, on sort les petits chiffres, on essaye d'être impressionnant. Bref, donc déjà, il intègre le Royaume-Uni et la Norvège, soi-disant des alliés, ils font pas partie de l'Union européenne, mais bon, c'est pas grave. Et on retrouve le charabia des couillons de Coudenhove-Kalergi, avec une mentalité complètement passéiste, ringarde du 19e siècle, qui d'ailleurs a légitimé la colonisation, puisqu'avant on considérait que la puissance d'un État, c'était la surface de son territoire, sous-entendu la capacité à avoir des ressources, agricoles, minières, etc. Et puis la population, qui est à la fois une main-d'œuvre et des consommateurs. Mais aujourd'hui, la puissance d'un État, c'est plus ça du tout. Hein. À l'heure de la mondialisation, où les frontières sont libres, etc., ce qui fait la puissance d'un État, c'est trois choses essentiellement. La technologie, la productivité et la souveraineté. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est ce qui fait que la Suisse, Singapour, Hong Kong, etc., enfin Hong Kong un peu moins, sont des pays développés, puissants, où le niveau de vie est plus élevé que dans l'Union européenne. Ces pays n'ont pas spécialement d'avantages en termes de, oui voilà, Taïwan, Norvège. Alors Norvège avait quand même du pétrole qu'ils ont bien placé, mais tous les pays ont leurs petits avantages, tous les pays sont des cas particuliers, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne est un non-sens, puisqu'on cherche à appliquer une politique à 27 États qui ont des avantages différents, donc ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une souveraineté pour pouvoir mener une politique qui soit cohérente. Mais essentiellement, aujourd'hui, ce qui fait la puissance d'un État, comme je le disais, c'est la technologie et la productivité et la souveraineté. C'est ce qui fait d'ailleurs que, malgré tous ces bons arguments, on pèse 10 fois plus que la Russie, on est plus nombreux, etc. Pourquoi vous perdez en Ukraine? Si c'est pertinent, pourquoi vous perdez? Parce que la Russie a développé tout un arsenal militaire et toute une économie sur le plan de la souveraineté, de la productivité et de l'avance technologique qui lui permet de vous éclater la gueule. Donc ces gens sont des ringards, sont complètement passéistes, ont eu un logiciel de pensée précolonial, voire même pré-industriel. On se demande où ils vivent. Et ils nous bassinent pour autant toute l'année sur le développement économique, la mondialisation. Ça n'a plus de sens, hein, tout ça, mais bon. Donc c'était le discours du loser, et ça va être repris dans tous les médias. On a ici Éric Lombard qui nous reprend les chiffres. L'Europe a 10 fois plus de richesse annuelle que la Russie, 2 fois le budget de la défense de la Russie. Augmenter nos moyens de défense est réalisable. Mais pourquoi faire? Vous perdez déjà. À x2, vous perdez. Il faut faire quoi? x4, x10? C'est une question de montant, de budget? C'est vraiment une mentalité de tableur Excel. C'est pas une question de dépenses et de montant. C'est une question de qualité des matériels, formation du personnel, capacité à les produire, enfin tout un tas de choses comme ça. Intelligence stratégique aussi, ça pourrait être pas mal. Puis surtout, capacité d'initiative. Ça me fait penser au Premier ministre britannique qui faisait le malin dans le bureau ovale, et jusqu'à ce que Trump lui dise « Mais au fait, la Russie, vous voulez vous la cartonner? Vous voulez y aller? Vous voulez y aller tout seul ?» Et là, tout le monde avait rigolé.
Parce qu'on sait très bien que tous ces pays-là, ils essayent d'agglomérer des chiffres et des statistiques pour se faire paraître plus gros. C'est la grenouille qui veut jouer au bœuf. Quand il faut y aller, il n'y a plus personne. Roland Lescure qui nous explique que l'Europe, c'est les valeurs, bien sûr. Non seulement on est très fort, mais on est légitime parce qu'on a les valeurs. C'est autocratique, et il faut être extrêmement ferme face à ça, parce que l'Europe, si vous voulez, l'Europe aujourd'hui, c'est pas juste la taille des carottes ou le chargeur unique pour l'iPhone. Ce qui nous rassemble en Europe, c'est des valeurs dont on doit être le porteur. Oui, on ne doit pas juste être la ligne Maginot qui défend les valeurs démocratiques et qui se fait contourner par tous les GAFAM qui nous imposent un discours extrêmement délétère aujourd'hui. Il faut qu'on résiste. Ah, la résistance dans la collaboration à l'Union européenne. Bon, bref, quelle inversion des valeurs. Donc maintenant, les GAFAM aussi sont méchants. Tout le monde est méchant. Dès qu'on s'oppose à eux, on est un méchant qui impose un discours délétère et un projet autoritaire. Bref, on est une menace. On les attaque. C'est-à-dire que la moindre différence est une agression. Et ces gens te parlent de valeurs, ils les désignent jamais. Ils nous parlent de démocratie. L'Union européenne s'est torché le cul avec tous les référendums. Sur la question justement de l'accord d'association avec l'Ukraine, les Pays-Bas avaient voté en 2016. Donc ils avaient voté pour savoir si les Néerlandais étaient d'accord pour appliquer le traité d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Ils ont dit non, on s'en bat les couilles, on l'applique quand même. Et ça c'est un exemple parmi des dizaines de référendums où tant que les gens disent oui, ça passe. S'ils disent non, soit on les fait revoter jusqu'à ce que ce soit oui, parfois 3 fois de suite, soit on se fiche du résultat et puis on l'applique quand même. C'est ce qui s'est passé en 2005 en France, aussi avec le traité de Nice vis-à-vis des Irlandais, ils avaient dit non, ils l'ont eu quand même. Le plan de redressement du pays en Grèce, il avait été soumis au vote par Tsipras, les gens ont dit non, ils l'ont eu quand même. Bref, on peut faire toute une liste comme ça. On voit aussi ce qui se passe en Roumanie où tout d'un coup, tous les opposants sont interdits de se présenter aux élections, comme ça c'est beaucoup plus simple. Hein, voilà. Et ces gens viennent te dire on est la ligne Maginot qui défend la démocratie. C'est quoi la démocratie en fait? C'est quand on est d'accord avec eux. Parce que dès qu'on n'est plus d'accord, on est un méchant, un nazi qui répond à un discours délétère. Donc la démocratie, c'est uniquement l'application du pouvoir de cette clique européiste mondialiste, dont les suppôts sont interchangeables, mais c'est pas grave, parce que il y a des bonnes payes, il y a des bonnes retraites, c'est le fonctionnariat mondialiste, quoi. C'est ça la démocratie pour eux. On termine avec Breton, qui enfonce le clou. La Russie est un pays très grand géographiquement, très petit économiquement. Toujours le même charabia. On verra, la Russie est un très grand pays géographique, mais pardon de le dire comme ça, c'est pas injure que de le dire, c'est un tout petit pays économique. C'est le PIB de l'Espagne, on le sait. Donc bien sûr, il y a des minerais, bien sûr, il y a de l'énergie fossile. Oui, bien sûr. Vous avez vu comment il a le seum? Oui, ils ont tout et on n'a rien. Oui, bah c'est un petit pays, c'est de la merde. Ouais. Bon, on verra ce que ça vaut après. Alors écoutez, parce que là, du coup, ça va le faire bugger. De l'énergie fossile. Oui, bien sûr. Les États-Unis et l'Union européenne, c'est 1500 milliards de dollars d'affaires que les États-Unis font en Europe. Oui, alors il n'a pas trouvé un très bon contre-argument pour contrebalancer le fait que, oui, c'est un pays avec toutes les matières premières, toutes les énergies fossiles, et nous, on n'a que dalle. Voilà, oui, mais nous, on a, je sais pas, voilà, on échange des trucs entre les États-Unis et l'Europe, c'est fabriqué avec quoi? Est-ce que ce serait pas fabriqué avec pas mal de matières premières, de pétrole, de gaz, qui, sans la Russie, n'existeraient pas, hein? On voit d'ailleurs ce qui se passe sans le gaz russe, comment toute l'économie, toute l'industrie, notamment allemande, est en train de foutre le camp. Donc qu'est-ce qui va rester des 1500 milliards qu'on échange? C'est un peu ridicule, quoi. Et ils en font même pas 10 fois moins avec la Russie. Donc derrière, il y a des logiques économiques. Bien sûr, on est là aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. On est dans cette espèce de moment de sidération, mais je tiens à le dire, qui est planétaire. Il n'est pas qu'européen. Nous, bien sûr, on voit ça d'Europe. Il est planétaire, parce que c'est toute l'architecture de sécurité sur laquelle repose l'équilibre du monde depuis la Seconde Guerre mondiale, qui vient quelque part d'être fissuré, peut-être même de voler en éclats, on verra, parce que précisément, il était basé, je le redis parce que c'est très important, sur la confiance, et que désormais, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont perdu ce crédit. On voit à quel point aussi il est frustré. L'esclave a été trahi par le maître. Le maître m'a revendu comme une pute sur le marché, il avait dit qu'il le ferait jamais, et puis il l'a fait, ouin, il avait promis de me protéger, finalement il nous abandonne en race campagne.
après nous avoir entraînés dans cette foutaise de guerre en Ukraine, nous avoir fait payer des milliards pour cette connerie, nous avoir coupé de nos énergies fossiles, etc., avoir sabordé Nord Stream, toute l'industrie européenne, et maintenant on n'a rien. On n'a rien et on va avoir la défaite et passer pour des couillons. Mais bon, c'est les couillons d'Européens, quoi. Et puis il ajoutait aussi un autre truc. On est en état de sidération et c'est tout le monde. Non, c'est vous, les couillons d'Européens. Le reste du monde, il est très content que ce foutoir mondialiste tourne au vinaigre. Parce que les gens en ont un peu marre, en fait. Donc eux, ils sont en état de sidération et c'est leur monde à eux qui est en train de s'effondrer, qui était justement basé sur une protection des États-Unis et puis un mondialisme euro-atlantiste destiné à s'imposer à tout le monde et à avoir un contrôle hégémonique sur le monde. Donc l'idée que des gens tiennent tête, surtout en étant un tout petit pays économiquement, ça les frustre. Un petit mot justement sur la connerie qu'il a racontée, puisque le PIB c'est bien mignon, il faut voir comment c'est calculé des fois, et donc il faut un moment harmoniser les choses aussi pour lisser les différences d'inflation, de taux de change, etc. Donc comparer des PIB c'est pas toujours très malin, il faut comparer des PIB en pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat, justement en lissant les effets de la monnaie. Et on peut voir que la Chine est largement en tête des pays les plus riches, avec 39 000 milliards de PIB en parité de pouvoir d'achat. En dessous, les États-Unis à 30 milliards, l'Inde à 17 milliards, la Russie à 7 milliards, le Japon à 6,7, Allemagne 6, Indonésie presque 5, Brésil 4,8, France 4,5, Royaume-Uni pareil. Donc il y a une différence de 58% entre le PIB de pouvoir d'achat de la France et de la Russie. Vous remarquez aussi que dans le top 5, il y a 0 pays de l'Union européenne. Donc ça aussi, ça a un effet pour comparer les budgets de défense. Puisqu'évidemment, quand il y a 10 milliards qui sont dépensés en France ou en Allemagne, c'est un peu moins le cas, 10 milliards en France ou 10 milliards en Russie, ça ne vaut pas la même chose. Vous n'avez pas le même nombre de cartouches, etc. Alors une fois qu'on a bien expliqué qu'on est extrêmement puissant, hein, on a 500 millions de consommateurs, que la Russie d'ailleurs c'est rien du tout, eh bien la Russie est quand même une menace pour la France. Ce pays qui a le PIB de l'Espagne, qui a à peine 10% de notre population et de nos dépenses militaires. Bon, ils ont toutes les ressources, et voilà, mais nous, on a les Américains, on échange avec eux. Macron est allé à la télé nous expliquer que la Russie était devenue une menace, et même qu'elle s'attaquait à nos frontières. On voit aussi le niveau de dinguerie du bonhomme, puisque la Russie n'a jamais attaqué les frontières de la France. Et s'il parle de l'Union européenne, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, donc on ne sait pas très bien de quoi il parle. Je pense qu'il ne sait plus non plus. Bien entendu, dans la foulée, on a déjà appelé à faire des réformes pour financer les dépenses. La patrie a besoin de votre engagement. Le projet peur. Ah oui, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que ce pays qui ne nous attaque pas, et qui paraît-il est un nain, hein, Poutine est toujours sur le point de mourir, l'armée russe peine à recruter et utilise des puces de lave-linge. Il récupérait même des monuments de la guerre froide pour les recycler en chars, enfin c'était n'importe quoi. Mais ce pays nous menace et il va falloir nous engager. Tout ce charabia a bien sûr été repris par la presse subventionnée, de manière unanime, on se croirait en Corée du Nord, mais c'est la Russie qui fait de la désinformation, hein, évidemment. C'est le début du projet peur, il faut effrayer les gens, c'est la stratégie du choc, quand on terrorise les gens et après on leur fait avaler n'importe quoi. Donc la Russie est responsable de tout et de n'importe quoi, et ça dérape un petit peu. Là on a, comment qu'elle s'appelle déjà, Sophie Primas. À l'issue d'un conseil des ministres, elle a répondu à une question et elle a expliqué que Samuel Paty était mort à cause des Russes. Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Voilà comment perdre toute crédibilité en 20 secondes sur le thème « On ne cherche pas à vous faire peur et à vous manipuler, hein, mais souvenez-vous que les Russes ont décapité Samuel Paty. » Hallucinant. C'était un acte d'un radicalisé islamiste, justement pour des motifs religieux. Parce que le mec avait montré des caricatures du prophète pendant ses cours. Mais c'est les Russes. Et alors c'est d'autant plus scandaleux qu'ici on a une ancienne ambassadrice de Russie qui nous expliquait que les Russes nous avertissaient de l'arrivée de Tchétchènes un peu douteux, un peu teubés, un peu dangereux, et qu'il fallait faire attention à ce qu'on laissait rentrer sur notre territoire.
étaient des opposants. Ils venaient demander dans toutes les ambassades européennes l'asile. Et souvent, au contraire, les services russes nous mettaient en garde contre un tel ou un tel. Et après, ils nous ont dit, on vous l'avait bien dit. Donc, je pense pas... Je me souviens à l'époque d'un ministre que je ne citerai pas ici, qui, par principe, accueillait tous les Tchétchènes sans vérification. Quand moi, j'étais en poste à Moscou des années plus tard, on criblait les dossiers pour vérifier. C'était souvent d'ailleurs des homosexuels et on vérifiait que ce qu'ils disaient était vrai. Mais il y a une époque où on acceptait tous les Tchétchènes parce qu'ils étaient en... Voilà, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, naïveté complète, quoi. Ah bah Poutine est méchant, donc tous ceux qui sont contre Poutine sont gentils, donc on les accueille. On en est là, quoi. Pendant que je l'écoutais, je me souvenais du type qui s'était cloué les couilles sur la place rouge. Vous en souvenez de ce gars? J'ai plus son nom. Il avait pris un marteau, enfin, je sais pas quoi, il s'était cloué les couilles sur la place rouge pour protester. Et il avait fini en tôle, évidemment, puisque c'est un dégénéré, il va pas bien, faut le soigner. Et il avait fini en France. Asile politique, qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'était un acte de résistance, un acte artistique d'expression contre Poutine, enfin, de la merde, quoi. Donc ouais, le pote à Branco, Piotr Palvansky, exactement. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Il a foutu le bordel, il a essayé de foutre le feu à la Banque de France. C'est un dégénéré. C'est pas un opposant courageux, c'est un fou. Il disait que Poutine lui brisait les couilles, voilà, donc il l'a fait. C'est le même qui a piégé Monsieur Batte de Baseball. Ah bah là, j'ai pas la ref. Ah oui, c'est lui qui avait diffusé la teub à Griveaux. Oui, avec Branco, tout ça. J'ai plus tous les détails en tête, mais... Enfin voilà le genre de personne qu'on a fait rentrer sur le territoire sous prétexte qu'il râlait un peu sur Poutine et qu'on était très contents et que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et dans une naïveté complète, on laisse rentrer tout le monde. Puis après, c'est quand même un peu se foutre de la gueule du monde, extrêmement cynique, de venir dire « je ne manipule pas les Français, on n'est pas là pour vous faire peur, mais c'est les Russes qui ont tué Samuel Paty. Hein. » Darmanin aussi a fait le même parallèle. Ils ont essayé d'établir un lien entre la menace terroriste, islamiste, sous-entendu, et puis la Russie, qui serait là derrière, d'accord, complètement complotiste. Évidemment, la sœur de Samuel Paty s'est agacée, pour rester poli, de cette récupération politique. L'attentat contre mon frère ne peut servir vos intérêts. Il aura vraiment servi à tout, ce pauvre Samuel Paty, avec l'autre blonde, l'autre teubée, comment elle s'appelait déjà? Marlène Schiappa, qui avait détourné 2 millions d'euros avec le fameux fonds Marianne. Ils ont déjà utilisé ce pauvre Samuel Paty comme un marchepied pour se faire du fric ou pour légitimer toutes leurs conneries. Aucune vergogne. Alors, le projet Peur, c'est aussi à l'étranger, avec Starmer. Starmer qui nous explique que les Russes sont déjà en train de menacer le pays. And Russia is already menacing our skies, our waters, our streets, and our national security. La Russie menace notre ciel, notre eau, nos rues, notre sécurité nationale. On n'est pas loin de la théorie complotiste antisémite du juif empoisonneur de pluie qu'il y avait au Moyen-Âge. On en est là, quoi. Les Russes, ils empoisonnent notre eau, faites attention. C'est le moment de sortir les petits sous. Allez, un problème, de l'argent. Hop. Défense européenne, un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Il faudrait se poser la question de savoir qui l'a désarmé. Peut-être que c'est parce qu'on a envoyé tout notre matériel à l'Ukraine. Donc maintenant, il faut réarmer. Après le plan de relance, le plan rearme. Évidemment, on se torche le cul avec le pacte de stabilité et de croissance, donc c'est du déficit, mais qui ne sera pas du déficit. Ce sera de la dette qui ne sera pas de la dette, ce ne sera pas compté comme tel. Donc on est déjà à 6% de déficit, on pourra peut-être passer à 8, 9, 10, 15, 120 peut-être. Hein? Pourquoi pas? C'est pas du déficit. Je pense que les marchés financiers, vous allez voir, ont un avis différent. Un nouvel instrument qui permettra aux États membres d'avoir accès à une facilité de prêt garantie par le budget européen, donc notre argent, pouvant aller jusqu'à 150 milliards d'euros pour les dépenses militaires. On va utiliser les fonds du budget européen, les fonds de cohésion européens, pour des investissements liés à la défense, élargissement du mandat de la Banque européenne d'investissement pour financer des entreprises de la défense, publiques ou privées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous refont le coup de l'emprunt en commun avec les 150 milliards d'euros qui vont servir aux États à pouvoir financer les achats d'armes. L'idée, c'est de diminuer le recours au marché, parce que plus tu essayes de lever de dettes, plus les créanciers vont demander un taux d'intérêt plus élevé. Donc limiter le recours au marché financier peut avoir cet intérêt-là. Mais sinon, 150 milliards d'euros garantis sur le budget européen, donc c'est nous qui allons payer. Une fois de plus, s'il n'y a pas de ressources propres, comme ça s'est passé pour le plan de relance européen, ça va être
réparti en fonction de la clé de répartition de la participation au budget. Et comme nous, on paye 20% du budget européen, on risque de se retrouver encore avec une perte. Parce que si on ne récupère pas les 150 milliards, au moins 20%, c'est quand même nous qui allons les payer, quoi. C'est comme pour le plan de relance européen, où on avait donné, enfin on est en train de donner 80 milliards d'euros pour cette connerie, et on en récupère à peine 40. Donc c'est le retour de l'arnaque, mais ça c'est pour financer les États. Le problème c'est qu'il faut aussi financer l'industrie de défense qui aujourd'hui est un peu à un niveau artisanal. Et alors là on est dans la réédition de 2024, c'est le duplicata exact de ce qui s'est passé presque jour pour jour l'an dernier. Déjà on avait vu avec tout le discours de Macron sur l'envoi de troupes au sol, et puis l'idée de créer un livret d'épargne spécial pour la défense et la souveraineté. C'était quelque chose, voilà, on est le 20 février 2024. Ça, c'était le projet de loi qui avait été passé au Sénat dans le cadre de... Non, c'était pas l'Europe de la défense, voilà, merci, la loi de programmation militaire. Toute une loi de programmation qui visait justement à préparer une économie de guerre, prévoir des réquisitions, augmenter le budget de la défense, et dedans, il y avait aussi l'idée de créer un livret d'épargne pour financer, c'est indiqué ici, les fonds sont affectés à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'industrie de défense française. Donc, oh, c'est nationaliste en plus, ça va pas du tout. Ça avait été retoqué, parce qu'on se demandait qui c'est qui allait bien pouvoir financer tout ça. Donc là, en fait, il s'agit de prêter à l'industrie de défense, mais à des taux qui sont plus avantageux que le marché. Parce que les entreprises empruntent parfois à 6, 7, 8, 10%, surtout quand il y a un certain risque. Et là, il y en a un quand même relativement important, puisqu'il s'agit de la commande publique. Et pendant longtemps, les industriels n'ont pas beaucoup développé leur capacité à produire parce qu'il n'y avait pas de commande en face. Donc des fois, l'État leur disait « Bon, ce serait bien de pouvoir répondre en cas de conflit, il faut qu'on puisse acheter rapidement du matériel, ce serait bien si vous investissiez. » Et les industriels demandaient « Où sont les commandes? Où est l'argent? On verra ça à la fin d'ailleurs. » Et comme il n'y avait pas d'argent, pas de commande, pas d'investissement. Donc on a aujourd'hui une industrie de défense qui est plutôt un artisanat de défense. Des canons César, je crois qu'on en produisait avant la guerre 3 ou 4 par an, grand maximum. On a dû passer à 10. C'est énorme, on a fait un effort. Des Mirages, non, des Rafales, on n'en vend pas beaucoup. On n'en produit pas non plus beaucoup. C'est 2 par an. Il va y avoir une augmentation de 50% de la production, on va passer à 3. Donc forcément, aujourd'hui on a un problème puisque dans la dernière loi de programmation militaire, l'État a voté une augmentation des budgets, c'est 400 milliards jusqu'en 2027 ou 2030. Donc après, ça se répartit sur les années. Et ça fait une trentaine de milliards par an d'investissement dans la défense en plus, ce qui est très important. Ça fait 1 point de PIB, quoi. Le problème, c'est que l'industrie ne suit pas. Et l'industrie n'a pas tellement envie d'investir sur 30 ans si dans 5 ou 6 ans ou 7 ans, il n'y a plus de commandes. Donc ils font un peu traîner les choses, ils font les choses à l'économie, à petite échelle, quoi. Donc il s'agit de financer l'augmentation des capacités de production à un taux qui soit très avantageux. Parce que le marché, les banques, les investisseurs, ils ne sont pas très chauds. Donc c'est votre argent qui va servir à ça. Le problème, c'est qu'une fois que l'industrie de défense est développée, elle vend à qui? Elle vend à des États. Donc une fois que les Nicolas ont payé pour développer de l'industrie, c'est les Nicolas qui payent pour les commandes, avec de l'impôt, avec du déficit, donc de la dette. Ce qui veut dire que votre investissement va produire un rendement de merde, genre 1 ou 2% par an, parce que sinon on passe par le marché, et tout ça pour créer les conditions de nouvelles dépenses publiques, donc des hausses d'impôts. Vous voyez un peu la douille, vous cotisez à votre future raquette. C'est ça le livret défense. Et tout ça, c'est évidemment sans compter le risque de guerre, parce que on le destine à quoi, tout ce joli matériel? C'est quand même fait pour faire la guerre. Et là, les européistes, vous avez vu, ils ont le seum, ils aimeraient bien avoir une indépendance militaire, une indépendance stratégique, et ils voudraient pouvoir charger sur la gueule des Russes sans demander l'autorisation des Américains, sans avoir besoin d'eux. Et ils peuvent pas, pour différentes raisons. Déjà parce qu'ils sont pas unis, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas d'armée. Enfin, donc on va essayer d'en construire une petit à petit pour que dans 10 ans, 20 ans, si le problème se reproduise, on puisse avoir l'Europe de la guerre. Et justement, c'est quand même un petit peu ce qui est arrivé aux gens qui ont fait le Maïdan en 2014, tous ces Ukrainiens qui étaient tout contents d'être payés par diverses ONG pour aller faire des petits barbecues merguez, aller foutre le bordel sur le Maïdan. On leur a affrété des bus, ça a circulé dans tout le pays, on les a ramenés à Kiev pour du tourisme, et ils étaient payés quotidiennement
à chaque fois qu'ils venaient manifester. Oh, c'est cool, on gagne un peu d'argent, c'est mieux que d'être chez soi. Il y en a combien des mecs qui ont gagné 10 balles par jour, qui sont maintenant dans un trou, en Ukraine, avec un petit drapeau dessus, et puis une plaque mort pour la défense de l'Ukraine. Bon, ça peut vous arriver, donc peut-être que certains cotisent à leur future mort aussi. En tout cas, les vrais gagnants de tout ce fourbi, c'est pas les Nicolas, c'est eux. L'industrie de défense, bah ça n'arrête pas de monter, oh dis donc. Ici on a l'action, le Rheinmetall, qui fabrique des tanks en Allemagne notamment. Ça a légèrement monté, notamment depuis l'annonce du plan, on est à plus 130% en 2 mois et demi. Ça c'est la variation depuis le 1er janvier. Si vous regardez depuis 2022, hop, je le mets un peu plus comme ça, c'est plus visuel. Avant le conflit, hop, oulala, attendez, c'est encore plus visuel. Là, 2022, déclenchement du conflit, l'action était à 88 €, elle est aujourd'hui à 1445. Est-ce que ça ferait pas quasiment... Bon, oui, c'est un bon gros x15, hein. Voilà, en 2 ans. Est-ce que vous croyez que votre livret super défense machin truc pour l'avenir de la patrie, ça va faire du 100% par an? Plus que ça d'ailleurs, je suis con. C'est du 400 ou 500% par an, les crypto-cucks en sueur, j'avoue. Ouais, alors là, la bulle de l'industrie de défense, c'est quelque chose, hein. Je mettrai pas mes sous là-dedans. Je pense qu'on est arrivé au bout, surtout si après il y a la paix, si le plan européen capote, ce qui a de fortes chances d'arriver, tout ça va s'enliser, parce que le plan de relance européen, quand ça avait été annoncé, c'était 2500 milliards d'euros. Puis ça a fondu, pour finir dans un truc à 750 milliards, avec 2 volets, une partie qui était autour de 300 milliards, 350, qui était du fameux don, là, le fameux emprunt en commun, et le reste qui était du prêt, mais il fallait rembourser. Du prêt direct aux États, et les États remboursaient ce qu'ils avaient emprunté. Bon, en tout cas, ça marche bien. En d'autres termes, vous ne subventionnez pas la défense de l'Europe. Quand vous mettez de l'argent dans votre livret défense à 1% et quelques pour financer le développement, financer à pas cher le développement de l'industrie, et qu'ensuite les États vont payer pour acheter du matériel créé par cette industrie, ceux qui sont gagnants, c'est les actionnaires de ces boîtes, qui ont de l'argent pas cher et des commandes. Le combo parfait pour maximiser les bénéfices. Donc eux, ils se font du fric. Donc en fait, vous ne subventionnez pas la défense, vous subventionnez l'augmentation du patrimoine des gens qui ont investi dans l'industrie de défense. C'est à ça que va servir l'argent des Nicolas, hein. Vous n'allez pas faire 130% en 2 mois, vous. Il y a des cons pour payer, c'est toujours une bonne nouvelle. Je suis prête à donner 50 € par mois s'il le faut. Ces Français favorables à une mobilisation de leur épargne pour financer la défense. Alors, le livret, le projet de loi a été présenté en 2024. 1 an plus tard, mars 2025, on en est toujours là. On est toujours en train de nous le vendre. Ouais, voilà, c'est allons-y, quoi. J'ai envie de dire aux Français, allons-y. L'objectif serait donc d'atteindre un budget d'un peu moins de 100 milliards d'euros. On passe de 50 milliards à 100 milliards d'euros. C'est énorme. Le budget de l'État, c'est 330 milliards. Éducation, défense, intérêt de la dette, subventions aux entreprises, divers trucs comme ça. Donc en fait, on aura 1/3 des dépenses de l'État qui seront du militaire. Si on compte aussi les intérêts, on arrive à 2/3. Il ne restera pas beaucoup de place pour le reste, hein. Pour autant, le président s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Alors comment trouver ces dizaines de milliards d'euros? D'autant plus que j'ai dit que le budget c'était 330 milliards, les dépenses c'est déjà 450 ou 500 milliards par an. On est à moins 180 milliards. Mais il n'y aura pas de hausse d'impôts. Parmi les solutions envisagées, le gouvernement a évoqué la possibilité de toucher à l'épargne des Français. Il y a un côté un peu pervers dit comme ça. Elisabeth, 74 ans, les boomers sont toujours là où on les attend. J'hésite pas une seconde. Quand on lui pose la question, moi je veux bien mettre 100 balles, mais bon, j'en sais rien, c'est un peu virtuel quand même, non? Les morts sont à la télé, donc c'est pas grave. Faut bien que le spectacle continue, faut financer. Pour cette enseignante à la retraite, boomer fonctionnaire, la solution la plus rapide serait de réorienter l'épargne du livret A, soit plus de 400 milliards d'euros au total disponibles immédiatement. Ils servent à rien. L'argent du livret A, il est là, il est stocké. Il y a 2% qui apparaissent du néant, on ne sait pas trop d'où ça vient. Les 400 milliards, ils servent à financer le logement social. Les 400 milliards, ils ont été prêtés à divers organismes qui remboursent au fur et à mesure. Tout ça, justement, pour des prêts bonifiés, hein, c'est la subvention, quelque part, avec votre argent, alors que vous pourriez toucher un bien meilleur rendement. Vous le mettez sur le livret A,
Il n'y a pas d'impôt, d'accord, c'est disponible immédiatement, ok, mais le rendement est quand même 4 fois inférieur à ce que vous pourriez obtenir ailleurs, en tout cas. Ça sert à subventionner le logement social, donc c'est déjà placé. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, on ne comprend pas très bien. En tout cas, elle se questionne sur la méthode. Si on dit qu'on réoriente le livret A et que les gens disent non, moi je l'avais mis pour le logement social, bah, comment on fait pour solliciter l'accord, hein? Bon, on s'en tape, maintenant le livret A changé, fin. Elle se croit en démocratie, elle. Jean, ah, nous avons Jean, l'époux. Alors lui, il est prêt à souscrire un livret dédié défense. Symboliquement, déjà, si tous les Français donnaient 10 €, hein, déjà, ce serait énorme. Quitte à donner plus s'il faut. Oui, parce que bon, 10 balles, il est sympa, Jean, mais ça fait que 680 millions, en fait. On va pas aller loin avec ça. Il a pas trop la vision des ordres de grandeur, notre boomer, là. Alors avant d'aller plus loin, Éric Lombard a fait une sortie. À l'occasion d'une question au Sénat, il a divulgaché les annonces qu'il va faire le 20, justement à propos de ce livret de défense, oui. Parce que la crainte, c'est que si on fait un livret spécial, les gens doivent avoir envie de mettre leur argent dans ce truc pour financer la défense. On ne comprend pas très bien ce qu'on finance d'ailleurs, hein. La plupart des gens, comment ça, est-ce qu'on finance l'achat de matériel par l'État? Comment est-ce que ça peut produire du rendement? C'est bizarre. Donc les gens pourraient être inquiets, d'autant que financer la guerre n'est pas forcément dans les valeurs de tous. Et c'est pour ça qu'on s'orientait vers cette histoire de livret A. Et Éric Lombard a confirmé que c'était l'option choisie. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Il y aura un représentant des Nicolas, là, pendant votre petite sauterie, parce qu'entre les représentants des banques et les industriels et les politiciens, en fait, ils sont en train de se mettre autour de la table pour savoir comment ils vont vous niquer. Alors, comment on les vole aujourd'hui? Voilà. Je préfère garder pour cette journée du 20 mars l'ensemble des annonces, mais puisque vous me posez une question précise, je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du livret A, gérés, comme vous le savez, par la Caisse des dépôts, ou les fonds qui sont sur l'ensemble des véhicules d'investissement, gérés par les banques, par les assureurs, par les gestionnaires d'actifs. Et c'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser, afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est pas seulement les fonds du livret A, c'est aussi l'assurance vie, tous les livrets, où soudainement, ça pourra être orienté vers l'industrie de défense, sans vous demander votre avis. C'est beaucoup plus simple, parce que sur le livret A, il y a 400 milliards, sur l'assurance vie, il y a 1600 milliards, quelque chose comme ça. Donc l'industrie va placer sa dette à 1 ou 2%, des trucs que personne ne veut. Personne ne financerait ça en temps normal, mais on va trouver des couillons. Les Nicolas, ils sont même pas au courant, on va pas leur demander leur avis. Le temps que je sorte cette longue vidéo, les annonces ont été faites. Finalement, ce sera un livret dédié. Le risque et la nature du placement étaient sans doute incompatibles avec la nature d'un livret A qui doit rester totalement liquide. On n'a pas encore toutes les infos sur la fiscalité et sur d'autres détails, mais il s'agirait de placer entre 500 et quelques milliers d'euros, bloqués pendant 5 ans, à un taux autour de 5%, mais sans garantie. Sans doute aussi pour ça que les gestionnaires du livret A qui doivent garantir un rendement ne veulent pas de créances pourries. Tel un vulgaire vendeur de crypto-arnaques depuis Dubaï, notre ministre de l'économie est venu expliquer qu'il n'y avait aucun risque, puisque le remboursement de ces placements dépendrait de la commande publique. Commande publique d'un État en faillite, dont le gouvernement a changé 4 fois l'année dernière. Est-ce que vous êtes sûr que dans 5 ans, la commande publique sera toujours là? S'il n'y a pas de garantie, c'est qu'il y a une raison. Et si on vous propose ce super placement, c'est parce que les gens bien informés ne veulent pas prendre ce risque, et surtout pas à ce prix-là. Quitte à avoir un placement sans garantie, il suffit de prendre un ETF monde, vous avez 7% de rendement en moyenne sur 10 à 20 ans, et vous prenez moins de risques puisque vous êtes beaucoup plus diversifié. Et il y aura sans doute moins de frais. Donc, détenir un livret de défense va devenir un marqueur de stupidité. N'achetez pas cette merde. Alors ça continue. On a Karine qui gagne 3000 balles par mois. Elle est prête à donner 50 € par mois s'il faut. C'est bizarre, comme c'est dit, donner. Comment ça, donner? Je serais prête à prêter 50 € par mois s'il faut, normalement. Elle est gentille, Karine. Alors, Karine, il faut savoir que j'ai un Tipeee. Si tu veux financer l'effort de réinformation nationale, tu peux passer sur Tipeee et lâcher ton obol, puisqu'apparemment, tu as trop de sous et que tu ne sais pas trop quoi en faire.
Évidemment, c'est une Parisienne, toujours active, on est au-delà des 60 ans. L'État doit aussi solliciter les grands patrons et les plus aisés. Trouver un moyen de taxer les plus riches aussi, pourquoi pas. En France, il y a des gens qui ont les moyens de rien, et d'autres qui ont les moyens de tout, voire de beaucoup trop. Donc voilà, qui est d'accord pour financer la guerre et l'industrie de défense, c'est-à-dire l'augmentation du patrimoine des gens qui en ont déjà beaucoup? Les boomers et les gauchistes. Et alors là, on a trouvé un phénomène. Moi, je pense qu'il faut prendre sur l'épargne des Français. Je pense qu'on a déjà le double sur l'épargne des Français, donc on peut leur prendre la moitié. Ah, carrément. Ah, carrément l'épargne des Français. Vas-y, on pioche, quoi. Bah, c'est ce que je pense plein de politiques souhaitent faire au niveau de la gauche, donc pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Aucune indépendance d'esprit. Il est paumé, le mec. Oh bah j'ai entendu des gens à gauche dire qu'il fallait faire ça, bah on va faire ça, pourquoi pas, je répète, j'ai pas d'opinion propre, j'ai pas de cerveau. Donc voilà, les gens qui sont pour la guerre et pour le financement des patrimoines des riches, avec l'argent des plus pauvres, c'est les boomers et les gauchistes. Fantastique. Il y en a un qui est allé plus loin, c'est notre bon vieil Alain Minc. Il a lancé un peu le ballon d'essai. La meilleure manière de le faire, financer le secteur de la défense, c'est un emprunt forcé. Lui, il s'emmerde même plus avec des circonvolutions où on va un peu entuber les gens. Lui, il dit on va venir piquer les sous. Un emprunt forcé, réservé aux Français qui payent l'impôt sur le revenu. Donc comme ça, les plus modestes ne le payent pas et en sont protégés. Et seulement ceux qui payent l'impôt sur le revenu vont prêter à l'État, par exemple, la moitié du montant de l'impôt de l'année dernière. Donc ça veut dire que les seuls qui agressent les Français, c'est pas les Russes. C'est Alain Minc, c'est l'État, c'est les gens qui veulent venir piquer tes sous. Parce que là, il dit bien, il faut protéger les gens maintenant. Il faut protéger les modestes de leur politique. Donc c'est bien eux qui sont une agression. L'essayiste se défend de vouloir mettre en place une forme d'impôt déguisé, car cette créance sera remboursée. Elle portera un intérêt de 3 ou 4% au terme d'une période à fixer, disons 5 ans. Bon, c'est quasiment le prix du marché, ça, par rapport à l'État en tout cas. Je ne vois pas bien l'intérêt. L'intérêt, c'est justement de financer à des taux ridicules, et sur une longue période. Alors c'est évidemment une forme d'impôt, puisque déjà les gens payent leurs impôts sur le revenu, mais on leur demande de décaisser la moitié en plus de l'impôt, à mettre sur un livret bloqué. Pendant combien de temps? À quel taux? Est-ce qu'il y aura aussi des impôts sur les 3-4%? C'est terrible. Donc c'est des gens aussi, ils auront peut-être pas les moyens, parce qu'ils ont quand même des frais dans l'année. Et ils doivent déjà épargner pour leur retraite qu'ils n'auront pas. Si en plus on leur pique le peu d'épargne disponible qu'ils ont pour aller le gaspiller dans des conneries, il ne va plus rester grand-chose. Hein. Alain Minc avait une autre idée. Pour moi, le choix est un emprunt forcé ou un travail supplémentaire sous forme de jours fériés travaillés. Donc vous bossez et du coup l'argent ne vous est pas versé et versé peut-être par l'entreprise directement sur les fameux fonds pour la défense. On ne comprend pas très bien. En tout cas voilà, c'est travaux forcés, épargne forcée, c'est le goulag en fait leur truc. On n'est pas loin de la plantation, hein. C'est de l'esclavage. Mais tout ça ne suffira pas. Pour Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, les 800 milliards, c'est pas assez. Elle va nous parler un petit peu des contraintes budgétaires de la France en ce moment et à quel point ce plan tombe mal. Et elle va nous expliquer comment l'État essaye justement de ne pas participer tout en participant. Vous allez voir ça. Est-ce que les 800 milliards annoncés par Madame von der Leyen sont suffisants pour nous protéger de tout effort en France? Ma réponse est probablement non. En réalité, en France, nous avons le double défi désormais, à la fois de nous réarmer nationalement, mais nous sommes aujourd'hui sur une pente déjà ambitieuse. Je vous rappelle que la loi de programmation militaire prévoit des augmentations très importantes de notre budget de la défense, que nous avons respecté, y compris dans cette période et dans ce budget 2025, et que l'intention est bien sûr de respecter les engagements de cette loi de programmation militaire. Peut-être faudra-t-il aller plus loin. C'est les décisions qui seront prises. Mais nous devons également faire face à... Donc là, ils essayent d'esquiver le plan des 800 milliards, parce que la France a voté une augmentation des dépenses plutôt importante en 2023, avec la loi de programmation militaire, et maintenant l'Europe débarque et dit qu'il faut faire 800 milliards en plus. Mais en plus de ce qu'on a déjà fait, ou ça l'inclut? Donc c'est là la question, et c'est là aussi que l'effet d'annonce peut un petit peu se dégonfler. Si la France est exemptée de participer, forcément, c'est plus vraiment 800 milliards de plus. Donc l'idée, c'est d'éviter de dépenser plus d'argent que ce qui a été engagé. Et tout ça va se négocier au niveau européen pour voir si
la dernière loi de 2023 ne pourrait pas compter dans l'effort français pour ce plan de 800 milliards. Et alors il y a un autre problème justement auquel nous faisons face, qui est la dérive catastrophique des finances publiques et l'envolée des taux d'intérêt. Notre déficit, qui était un déficit public et que nous sommes engagés à réduire. Donc vous avez raison, la question, elle est très compliquée. Elle va demander aux Français et au gouvernement de faire des choix, d'être devant de vrais choix de souveraineté économique, industrielle, de la défense. C'est ce qui va nous occuper à partir de maintenant et jusqu'au vote du budget 2026. Donc dès le prochain budget, il y aura des efforts pour la défense supplémentaires. Il va falloir de toute façon faire des efforts dans les deux sens. Je ne vous confirme pas aujourd'hui que des efforts supplémentaires au-delà de la loi de programmation militaire seront faits, mais la question est posée en effet avec nos partenaires européens. Voilà, donc l'État est ruiné, il faut absolument réduire le déficit, et c'est pas le moment d'annoncer de nouvelles dépenses militaires, alors qu'on a déjà fait un effort. On va essayer d'esquiver un petit peu la douille, parce que vous voyez, le problème c'est que l'annonce de ce super plan de souveraineté, etc., on fait péter le prix des obligations françaises à 10 ans. Donc là, vous avez l'effet de l'annonce du plan, où on était passé de 3% sur le 10 ans à 3,6% en 2-3 jours. Une hausse assez importante. Vous pouvez voir ici sur le graphique historique le taux d'intérêt à 10 ans. Alors bon, voilà, sur 5 ans, là on était encore en taux négatif 2021. La remontée des taux de la BCE avec un plus haut autour de 3,5%. Ce qui est assez curieux, c'est que la BCE a baissé ses taux plusieurs fois et ça n'a eu quasiment aucun effet sur les taux d'intérêt de la France. Ils ont légèrement baissé, mais se sont maintenus à un niveau élevé. Et on peut voir que depuis le début de l'année 2025, avec l'annonce des différents plans, il remonte pour atteindre un plus haut historique depuis ces 5 dernières années, depuis la période des taux d'intérêt négatifs, où on a atteint 3,67%. Le problème, c'est qu'on a une dette qui va être roulée avec des taux d'intérêt donc toujours plus élevés. Il n'y a pas de baisse des taux, il y a une augmentation des taux, une augmentation du problème. Rien que la dette qui est à rouler, c'est presque 400 milliards d'euros cette année. Donc des anciennes dettes, souvent à des taux d'intérêt moindres, vont être renouvelées à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et on a 150 milliards en plus de déficit qui vont s'ajouter encore cette année. Donc ça fait quelque chose comme 550 milliards d'euros de dettes qui vont être renouvelées à un taux plus élevé qu'avant, plus élevé que la période des taux négatifs. Le renouvellement de toute cette dette va faire exploser la charge des intérêts, alors même qu'on est dans une période où on n'arrive plus à contrôler le déficit et le budget de l'État. On va avoir des coûts qui vont exploser en termes de financement de la dette, et ça va être, je crois, peut-être même dès cette année, le premier poste de dépense de l'État, sous peu. Donc c'est pas le moment de faire encore plus de déficit, même si c'est pour la bonne cause, bien évidemment. C'est donc le moment de faire des efforts. Non seulement les Nicolas vont payer le financement de l'industrie de défense, vont payer pour les commandes, mais il faudra encore faire des efforts parce que vous comprenez, il y a un tel déficit au niveau de l'État que il faut faire des arbitrages, il faut faire des choix au niveau de la souveraineté, voilà, c'est ce que Sophie a dit. Et les vautours sont sortis, le MEDEF toujours à l'affût pour transformer les gens en esclaves. Là en ce moment, vu que les Nicolas sont déjà pas mal pressurés, qu'il y a beaucoup d'impôts partout, aujourd'hui on regarde, on lorgne sur les retraités, et il va falloir travailler plus longtemps, plus vite, plus fort. Il y en a quand même pour 14 points de PIB, donc si on en veut 2 ou 3 de plus pour la défense, on va sûrement aller les chercher de ce côté. C'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie, finalement, sache financer un effort de guerre. Donc, c'est marrant parce qu'il ressemble un peu à une belette assoiffée de sang, c'est très bizarre. Argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France. Non, ne rêvons pas, on va pas aller jusque-là. Mais ça veut dire qu'il y a un consensus dans le pays et une conscience partagée que cette situation très grave nécessite des moyens exceptionnels. Oui, il y a une conscience partagée, tout le monde est d'accord. Il est évident que, c'est pas 70 ans, mais il faut quand même... Voilà, la retraite, c'est fini, quoi. Ça a été un peu le mot d'ordre. Il y a Acrimed
qui a fait une compilation justement de toutes ces déclarations autour des appels à l'effort de guerre, faut travailler plus, faut arrêter de parler de retraite, etc. Et s'armer. Après les mots d'Emmanuel Macron hier sur la menace russe, il faut passer la vitesse supérieure, produire des armes. La patrie a besoin de votre engagement. Pour y parvenir, première solution, partir plus tard à la retraite. Et potentiellement, ça peut être assez douloureux. C'est la réforme des retraites. Bon, il faut oublier le conclave. On ne veut même plus en entendre parler. Ça va être le moment de travailler plus. Alors, c'est pas foncièrement augmenter les impôts, mais donc ça peut être une piste effectivement de réflexion. Une forme d'acceptation des sacrifices nécessaires. Autre possibilité. Si c'est pour contribuer à la sécurité de l'Europe, pourquoi pas? Je considère tout à fait normal que nous fassions tous un effort pour travailler un peu plus. En 1900. Ah bon, même lui? Ça, c'est toujours les boomers, tu sais. Oh là là, ça me tue. 140, souvenez-vous. Churchill n'avait à offrir à son peuple que du sang et des larmes. Ça, des économies, cette fois-ci dans les collectivités locales, pas que la sécurité sociale, la troisième fonction publique. Ça veut dire qu'on arrête de recruter et qu'on arrête de remplacer les départs en retraite. Depuis 1990, nous avons dirigé les dividendes de la paix vers le social. Nous voilà rattrapés par notre angélisme. On a vu aujourd'hui les Anglais qui veulent monter à 2,5. Ils ont dit, nous, on supprime tout simplement la politique du développement, les aides sociales. Ça veut dire qu'il faut s'attendre aussi à avoir un choc comme ça, c'est-à-dire aide sociale, environnementale, culture. Bon, vous avez compris un peu la teneur des discours. Il y en a pour 4 minutes, hein, on a vu un peu le panel. Alors, on a évidemment les va-t-en-guerre qui sont sur les plateaux pour expliquer à quel point il faut leur donner plein de sous et plein de pouvoir. D'un point de vue économique, ça veut dire que nous, citoyens français, quel que soit notre métier, quelle que soit notre fonction, nous devons être convaincus que nous devons travailler davantage, contribuer à la croissance économique du pays pour générer la richesse qui permettra de nous doter de la défense dont nous avons besoin. D'un point de vue économique, ça veut dire... C'est le général Jean-Marc Vigilant, président du think tank Eurodéfense. On en a dans l'armée quelques-uns des comme ça qui sont plus otaniens que français. Et il a donc un parti pris important puisque monsieur veut faire carrière. Donc il faut absolument aller faire la guerre contre les Russes pour que monsieur revienne avec ses petites médailles. Et pour ça, il faut envoyer du pognon, etc. Tous les fonctionnaires sont toujours pour l'augmentation des budgets de leur ministère, de leur précaré, puisque plus d'argent, c'est plus de pouvoir. Donc lui, il est là et t'expliquer qu'il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus pour que lui, il ait un meilleur statut social. Donc c'est toujours des gens qui ont un intérêt à la faire. Et puis vous avez Édouard Philippe, voilà. Pour défendre notre liberté, il faudra travailler plus. Lui, il veut se faire élire. Il plaide pour un pilier européen de l'OTAN, parce que tous ces lâches critiquent l'OTAN et sont mécontents d'être lâchés par les Américains. Il n'y en a pas un qui veut sortir de l'OTAN. On va rester dedans, mais on va faire notre petite réunion de losers entre nous. Et bien entendu, pilier européen de l'OTAN associant l'Ukraine. Mais avec l'accord des Russes ou avant ou après la bombe nucléaire dans la gueule, quoi. Il appelle à s'adapter à un effort existentiel de défense. Il juge complètement hors sol la discussion sur les retraites lancée par François Bayrou. Il regrette qu'aucune réforme d'ampleur ne soit préparée au moment où l'OTAN se fissure et où le multilatéralisme s'écroule. Le monde de ces gens est en train de partir en sucette. Je pense que je ferai justement un petit tour sur tout ça. En quelques mois, en fait, il y a eu un délitement assez important du réseau mondialiste au niveau de la tête des États. Et aujourd'hui, on assiste à un reflux de la politique de mondialisation et du pouvoir des élites qui la promeuvent. Et vous avez quelques champions de l'ancien monde qui viennent t'expliquer pourquoi on va devoir faire plus d'efforts pour leur idéologie de merde. Toujours travailler plus, faire plus d'efforts, c'est tellement efficace hein, ce qu'ils font. C'est le moment d'en arriver à Thierry Breton, qui, alors lui aussi, il est là pour servir ses intérêts, hein, un peu comme le général. Il a son idéologie, il a ses idées en tête, et il est grand temps que les événements servent son narratif et ses ambitions. Thierry Breton appelle l'Europe à un endettement commun pour augmenter son arsenal de guerre. Donc là, c'est intéressant, puisqu'il va se vanter de la manière dont il a claqué du fric déjà précédemment. Ça va être les prémices du chapitre sur l'Europe de la défense. Et pourquoi c'est de la merde et que ça peut pas marcher. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous le dire de façon très claire, c'est une première étape et pour moi il en faut une deuxième très rapidement, c'est effectivement un endettement commun à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros. On commence à avoir des chiffres, 300, 400, 500 milliards, mais pourquoi faire? D'abord, et pour deux... Ça, c'est quand même assez rare. Le mec décide de l'argent qu'il va claquer et il réfléchit après à ce qu'il va en faire. Normalement, quand on a un projet,
On vérifie qu'il y a réellement un besoin, on structure le projet, puis on voit combien ça coûte, puis si on peut le financer. Eux, ils disent, bon, on va claquer des milliards. Pourquoi faire? L'objectif, c'est pas de financer la défense. L'objectif, c'est de créer de la dette au niveau européen. On verra pourquoi. Enfin, normalement, vous avez compris. Deux objectifs. Le premier, c'est d'abord d'investir en amont. C'est-à-dire de dire aux entreprises d'armement, et notamment aux États, écoutez, vous allez faire ces efforts, faites-les ensemble. Et si jamais on n'a pas une capacité de les contraindre, j'allais dire, à le faire ensemble, ils vont le faire de façon isolée, on va fragmenter l'Europe, et on ira exactement au contraire de ce qu'on voulait. Le but, c'est d'unifier l'Europe. On se fout de savoir si c'est efficace ou non. Ouais, moment hamiltonien, c'est ça. On se fout de savoir si c'est efficace sur le plan opérationnel pour produire réellement de l'armement et les livrer rapidement, etc. Ce qu'on veut, c'est unifier l'industrie de défense, unifier aussi les budgets européens, parce que voilà, une fois qu'on a créé de l'endettement européen, il faut une ressource européenne pour rembourser. Hein, ça, c'était déjà l'astuce du plan de relance européen, ça servait à ça. Et puis, ils n'ont toujours pas trouvé de ressources propres, donc c'est au niveau du budget que ça va se payer. Bref, donc c'est la réédition de ces conneries. Et le but, c'est aller plus loin sur le fédéralisme européen, et on se fout de savoir si, de manière opérationnelle, le but qu'on prétend servir va être efficace ou non. Alors, on a justement le cas concret avec les obus. Vous vous souvenez, les obus, quand on devait livrer 1 million d'obus. Et donc, j'ai demandé une enveloppe, à l'époque c'était 300 millions, et on fabriquait 300 000 obus par an en Europe. Eh bien, en moins de 2 ans, on est monté à 2 millions, c'est-à-dire pratiquement la fabrication russe. Comment on a fait? Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, puisque à la fin de l'année, ils étaient à 1,5 million, et normalement, ce sera, je crois, 2 millions cette année. Eh bien, j'ai payé, c'est la commission, évidemment, mais... C'est son argent. Il se reprend après, mais l'argent des Nicolas, c'est le sien, avant tout. Eh bien, j'ai payé, c'est la commission, évidemment, mais qui m'avait donné la délégation, 15% en gros de la réhabilitation, de l'augmentation en puissance, dès qu'il y avait 3 ou 4 pays qui venaient ensemble pour travailler ensemble et créer ces synergies. Donc en fait, ce fonds, il a un double objectif, qui est absolument nécessaire. D'abord, évidemment, c'est d'aller vite. Avant d'aller sur la partie vite, vous voyez que le mec fait du chantage aux industriels et il leur dit, le but, c'est pas de créer efficacement des obus, c'est vous le faites à 4 avec des industries de différents pays, et si vous venez à 4 représentants de pays différents, on vous donne 15% de ce que ça vous coûtera. Donc ils achètent le sentiment européen et la fédération de l'industrie de défense européenne. Donc tout ça, évidemment, crée de la complexité. Ce qui est absolument nécessaire. D'abord, évidemment, c'est d'aller vite, de faire en sorte que les industriels prennent un risque, puisqu'on va les accompagner dans la prise de risque, on va pas attendre les commandes logiques de l'arsenal, mais maintenant ils vont avoir une logique plutôt de marché, donc on prend un risque avec eux, on paye 15%, pour peu qu'ils viennent à 4. Et c'est comme ça qu'on crée un socle unifié, progressif, combien de temps? Eh bien, avec ça, oui, on peut le faire en moins de 5 ans. En moins de 5 ans, bien sûr. Il faut le faire évidemment sur les missiles, il faut le faire évidemment sur les drones, qui sont du reste aériens ou sous-marins, il faut le faire en cybersécurité, il faut le faire sur le spatial. On a tout ça est déjà programmé. Mais maintenant, évidemment, il faut se mettre en mouvement. Moi, ce que j'ai pu voir, et je peux en porter témoignage ici ce soir, c'est que lorsque l'industrie de défense se met en mouvement et qu'elle a ce type d'incentive, comme on dit dans notre jargon, alors elle peut aller vite. Mais il n'y a pas une seconde à perdre. Le truc drôle, c'est que leur fameux plan à la con, là, je l'avais noté, ils ont appelé ça le Act in Support of Ammunition Production. Le ASAP. Il fallait fournir vite des obus à l'Ukraine, tu me fais ça ASAP. Vous voyez un peu l'ambiance de con, quoi. L'ambiance de bureau toxique. Donc, ils forcent des industriels qui ne veulent pas forcément bosser ensemble, qui n'ont pas forcément de besoin, à travailler ensemble, à se mettre à 4 pays différents, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont peut-être pas les mêmes procédés, etc. Et il faut, je ne sais pas, peut-être créer une entité à 4 qui touchera le pognon, c'est très bizarre. Je sais. Alors tout ça a créé de la complexité qui a ralenti le processus, parce que si on avait donné directement l'argent à ces 4 acteurs différents, eh bien, il y aurait eu tout un tas de bureaucratie et d'accords entre les 4 qui ne sont pas nécessaires. Mais il faut créer ce socle de base commune d'industrie de défense. Et puis maintenant, on va faire ça dans tous les autres secteurs. On va prendre l'argent aux autres, on taxe les gens, puis on dit on vous le rend en partie, une fois qu'on a vécu dessus, si vous nous obéissez. Voilà, c'est ce genre de conneries pour lequel on paye ce gros con de Thierry Breton.
Alors, des obus, c'est assez facile. C'est une ogive avec de la poudre et puis un cylindre. C'est aux normes OTAN. Donc, réunir 4 pays de l'OTAN pour fabriquer des obus qu'ils utilisent tous, c'est assez simple. Maintenant, on va voir que sur d'autres matériels, c'est beaucoup plus compliqué. Dès qu'on va parler des avions et des chars, il y a des problèmes qui se posent. Mais c'est le grand fantasme qui ressort, l'industrie de défense, l'Europe de la défense, et toute la question du conflit et de la soi-disant menace russe est instrumentalisée pour faire avancer cet agenda. On revient avec Valérie Hayé, qui est toujours ailleurs, toujours la tête ailleurs, qui milite aussi pour l'emprunt en commun. Je vous passe le début parce qu'il nous recite ces chiffres à la con. La Russie, la Chine augmentent de 300% leurs dépenses, il faut qu'on agisse. Alors le son est un peu dégueulasse, je ne sais pas pourquoi. Et il faut qu'on raisonne au fond comme si nous étions un seul État. C'est difficile à 27 parce qu'on a des intérêts divergents, mais je crois que dans la période qu'on vit, Donald Trump va nous forcer à l'unité, va nous forcer à prendre des décisions ambitieuses. C'est le même charabia qu'il y avait eu au début de la guerre en Ukraine. Poutine s'est tiré une balle dans le pied, il va forcer les Européens à s'unir contre une menace commune et à définir des politiques communes et à faire le grand saut fédéraliste. Et 3 ans plus tard, toujours rien. Alors maintenant, c'est le nouvel ennemi, c'est Trump, et ça recommence. C'est pas son premier mandat à Trump. Oui, on nous avait déjà aussi sorti ce charabia quand Trump avait fait son premier mandat et il s'était rien passé, quoi. Simplement aussi une illustration du changement d'époque, pour reprendre les mots d'Olaf Scholz, l'actuel chancelier. Alors, elle est quasiment en train de jouir en reprenant les mots du chancelier allemand. Il y en a d'autres dans la vie politique française. Il y a à peu près 80 ans qui étaient du même acabit. Qui parlait de Zeitenwende, c'était des mots avec Scholz. Demain, avec Merz, le futur chancelier, ce seront des actes. Merz est un atlantiste convaincu. Et pourtant, le soir de son élection, il disait « il faut être indépendant des États-Unis ». Il disait « on a besoin d'ouvrir le débat sur le parapluie nucléaire français ». Il disait « il faut lever le tabou de l'endettement en commun et de l'investissement en commun ». Ces 3 tabous qui sont fondamentaux. Donc on a aujourd'hui en plus un alignement entre Paris, Londres, après le Brexit et Starmer qui se rapproche des intérêts européens, et Berlin. Donc les conditions sont réunies, on n'a pas d'autre choix, mais véritablement en plus les conditions politiques sont réunies pour qu'on passe dans une autre dimension et qu'on crée les conditions de notre propre sécurité. Notre propre sécurité. Avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'Union européenne, et 25 autres pays, du coup, dont on n'a rien à foutre, si je comprends bien. Elle se réjouit de l'enthousiasme des Allemands à piquer la bombe nucléaire aux Français. Elle est complètement malade, cette dame. Il y a quand même des traités déjà qui interdisent l'Allemagne d'avoir la bombe atomique. Il y a aussi d'autres traités sur la non-prolifération des armes atomiques qui, normalement, empêchent de donner la bombe nucléaire à tout le monde et à n'importe qui. A fortiori, il y a des pays qui ont interdiction de la posséder. Donc tout ça pose quand même quelques questions. Et elle est prête à tout sacrifier parce que les Allemands le lui demandent. Et puis on va continuer à faire de l'endettement alors qu'on est quasiment on est en route vers la faillite, avec les taux d'intérêt qui sont en train d'exploser. Je vous le montrais tout à l'heure. Malgré la baisse des taux de la BCE, les taux français continuent de monter. On a les agences de notation au cul qui sont sur le point de dégrader la note dans une catégorie pas folichonne. On s'oriente vers une situation où on ne pourra plus refinancer la dette française. Elle te dit « Oh, c'est génial, on supprime la règle des 5% pour la défense, on peut tout claquer. » Mais on va claquer l'argent de qui? Si on se tourne vers l'argent des Nicolas, parce qu'on ne peut plus lever de dette, on n'a plus d'argent, il y a un déficit colossal qu'on est déjà censé réduire, donc le seul moyen de trouver du fric, sans lever des impôts, c'est de détourner l'épargne des gens. Et elle est contente. Elle est complètement malade, cette dame. Bref, et qu'est-ce qu'elle nous disait à la fin? Oui, voilà, l'Europe de la défense, ça va être un pays qui n'y participe pas, et 25 pays européens dont on se fout, voilà, tout simplement. Dernière nouvelle justement de l'Europe de la défense, 64% du total des importations d'armes des pays européens membres de l'OTAN proviennent des États-Unis. Et il y a des pays qui ont des taux quand même assez élevés, donc c'est des armes importées. C'est pas leur total d'armement, ils ont aussi des productions nationales, notamment Pays-Bas, Italie, etc. Mais voilà, quand ils importent du matériel, 97% aux Pays-Bas, c'est de l'américain. 94% Italie, 70% Allemagne. C'est-à-dire qu'ils n'achètent même pas les productions des voisins. Des couillons d'Européens, quoi. La France, 17%. Donc là, vous avez la carte de la soumission des Européens aux États-Unis. Et il faut savoir que ce taux est en hausse. C'est indiqué là dans le titre. 64% en hausse de 5 points sur 5 ans. Voilà, entre 2020 et 2025.
ce qui renforce la dépendance européenne à l'industrie américaine. Habile, hein? Ah oui, on va dans le bon sens. Il faut savoir que nos couillons d'Européens ont acheté plus de 600 F-35 à leurs parrains, leurs alliés, leurs grands alliés, les États-Unis. 600 avions. Il y en a pour 120 milliards, si je ne me trompe pas. Peut-être que ces 120 milliards de commandes auraient pu servir à créer un géant européen où les différents pays auraient mis de l'argent dans le pot pour développer un avion en commun qu'ils achèteraient tous de manière à pouvoir équiper le continent en matériel souverain. Mais comme on va voir, ça pose des problèmes assez insurmontables. Mais on va y revenir. Donc ils ont acheté des F-35 et maintenant on commence à se demander si est-ce que les États-Unis ne pourraient pas empêcher ces avions de décoller. Dans le cas où on se fâcherait avec eux, dans le cas où on n'aurait pas les mêmes intérêts. Alors il y a eu des questions puisque Trump prévoyait d'envahir, en tout cas d'annexer le Groenland, où il en avait parlé. Alors du coup ça fait parler les gens. Pendant qu'ils parlent, ils font pas autre chose. Mais des gens se sont dit, mais si les États-Unis envahissent le Groenland, les couillons d'Européens, ils font quoi? Pratiquement, en fait, ils font quoi? Ben, ils font rien. Ils ont du matériel américain, ils sont totalement dépendants de l'industrie de défense américaine, et toute l'aviation est clouée au sol sans le bon vouloir de l'oncle Sam. Selon la fiche technique, une fiche officielle du gouvernement américain qui date de 2020, l'aéronef pourrait fonctionner de façon autonome jusqu'à 30 jours sans se connecter à Alice, un logiciel justement, logiciel d'entraînement ou je sais pas quoi. Bref, il y a un logiciel sur lequel l'avion doit se connecter régulièrement pour rester fonctionnel. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes plus amis avec les Américains? Ils arrêtent de vous fournir la connexion, donc votre avion ne fonctionne plus très bien. Le ministère de la Défense belge a reconnu que les F-35 pouvaient être déployés entièrement de manière autonome, bien qu'il soit recommandé de ne pas prolonger cette situation au-delà de quelques semaines pour garantir un soutien optimal. Alors, il n'y a pas de preuve qu'il y ait ce qu'on appelle un kill switch, un truc qui permet de désactiver l'avion à distance. Donc normalement, l'avion va démarrer et voler dans tous les cas. Les États-Unis ne pourront pas empêcher ces deux premières étapes, mais ils pourront inhiber à distance certaines capacités du système d'armes. Faire voler un F-35, c'est une chose, mais utiliser son armement avec le système numérique, c'est quand même mieux. Donc ce que les couillons d'Européens ont acheté aux Américains, c'est un avion monoplace de tourisme très cher et très performant. Il est rapide. Donc tu auras un avion de voltige. Il n'y a plus d'armement. Il décolle, hein. Il décolle, il marche, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, il n'y a plus d'armement. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a privilégié les F-35 pour renouveler sa flotte vieillissante, emboîtant le pas à l'Italie et au Royaume-Uni. Le domaine aérien militaire européen est très américanisé, avec des pays comme l'Italie qui ont principalement basé leur armée de l'air sur du matériel américain. Ces acquisitions lient les clients européens à leurs fournisseurs sur le moyen terme. Résultat, au niveau européen, on va mettre 20 ans au minimum avant de se démarquer des Américains, estime un colonel, blablabla. C'est du personnel qui est formé sur matériel américain. Tous les mécaniciens, tout l'équipement, toutes les bases aussi, les infrastructures sont prévues pour du matériel américain. Donc il faut tout péter, tout changer, tout jeter, tout reformer. Il faut tout recommencer. Il y en a pour 20 ans au minimum, le temps de faire du recyclage, et ça veut dire que pendant un certain nombre de temps, tu te retrouves avec une armée un peu mi-figue, mi-raisin, mi-F-35, mi-autre chose, qui devrait être une production souveraine, que ce soit au niveau national ou européen, et on va voir pourquoi ce sera sûrement pas européen. Bref, ils découvrent que l'allié américain, finalement, c'est quand même un rapport de soumission, et pas un rapport entre égaux. Non seulement les couillons d'Européens achètent américains, mais même quand ils fabriquent leurs propres avions, ils utilisent des matériels, des logiciels, des composants américains, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. On a ici un avion suédois, le Gripen, qu'ils essayaient de fourguer à la Colombie. C'est fabriqué par Saab. La vente a été bloquée à cause d'un moteur américain General Electric. Enfin, ça ou autre chose, de toute façon. Alors, on est sur un site qui a été traduit du colombien, enfin de l'espagnol, si vous voyez des bizarreries. 25 février 2025, donc on est vraiment dans l'actualité. Les États-Unis opposeraient leur veto à la vente et à l'utilisation de composants, de pièces, de systèmes ou de technologies militaires fabriquées aux États-Unis pour la production d'avions de combat Saab Gripen. Les États-Unis ont clairement réétabli leur veto si les négociations entre la Suède et la Colombie aboutissent. La première mesure sera un veto sur le moteur, donc il y a d'autres possibilités en fait. C'est ça que ça veut dire.
Après, ce sera le logiciel, ce sera l'aileron, les roues, va savoir quoi d'autre. La décision des États-Unis est basée sur leur désaccord absolu avec les pratiques commerciales utilisées par la Colombie pour l'acquisition d'un nouvel avion de combat. Les pratiques commerciales ? Tiens. Les États-Unis auraient demandé une réunion avec le nouveau ministre colombien de la Défense pour discuter des procédures d'acquisition des avions et des avantages comparatifs de l'offre américaine. Une fois qu'on a interdit le concurrent, on s'invite chez le client, il demande une réunion, il s'invite, et je vais vous expliquer pourquoi notre avion est le meilleur. 10 milliards, 2 milliards pour 10 avions, ces mouvements sont dus à une fuite récente dans la presse colombienne qui annonçait la sélection du Gripen dans un processus évalué à 2 milliards de dollars pour 10 avions. La Colombie a apparemment rejeté d'autres offres, notamment celle des États-Unis, car l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du F-16, c'est même pas des F-35 parce que c'est déjà des avions encore plus coûteux, bref, il y a une infrastructure qui est très coûteuse pour pouvoir exploiter les avions. Toutefois, le coût total de l'offre suédoise, environ 1 milliard, sont prévus à cette fin, donc le Gripen aussi nécessite quelques infrastructures. Il convient de rappeler que le gouvernement américain a adopté une position de tolérance zéro à l'égard des actes ou propositions qui constituent de la corruption, refusant d'engager un dialogue avec des fonctionnaires ayant des intérêts personnels apparents dans le processus, et s'engageant également à signaler aux tribunaux fédéraux tout acte de corruption qui affecte injustement ou illégalement leurs intérêts. Tiens. Donc, on vire le concurrent, on va t'expliquer pourquoi notre offre est la meilleure, et si t'es pas d'accord, c'est que t'es corrompu. Et nous, on est vraiment fâchés contre la corruption dans le milieu de l'armement, c'est monnaie courante, c'est traditionnel. C'est comme le café à la fin du repas, quoi. Mais sous des prétextes de lutte contre la corruption, eh bien, il va falloir accepter notre offre. Cette proposition a été rejetée par les responsables de la nation latino-américaine qui défendent la proposition de la Suède. Cette situation a généré un fort mécontentement parmi les autres entreprises participantes, notamment aux États-Unis. Faut acheter leur merde, sinon tu te fais éclater la tronche. Donc attention, vous vous attaquez à un gros marché, le gros marché de la défense, surtout européenne, avec 68% des Européens qui achètent du matériel américain quand ils en importent. L'idée que cette manne puisse être réduite, sûrement pas. Ouh là là. Et justement, à propos de ce fameux financement de 150 milliards pour l'industrie de défense, la France et l'Allemagne s'affrontent sur la question de l'achat. Olaf Scholz a expliqué que l'initiative devait être ouverte aux partenaires non européens partageant les mêmes idées. Grande-Bretagne, Norvège, Suisse, Turquie. D'accord, la Turquie. Bon, il n'a pas cité les États-Unis, mais on partage les mêmes idées. Olaf Scholz, après avoir fait des grandes déclarations qui ont ébobi notre Valérie Hayé, c'est aussi lui qui a poussé Zelensky à se rapprocher de Trump après la fâcherie dans le bureau ovale. Il lui a dit « Maintenant, il faut que tu t'arranges avec Trump. Bonne journée ». Olaf est aussi tout à fait d'accord pour claquer du fric à l'étranger. C'est moins le cas de Macron, puisque la France a une industrie de défense peut-être un petit peu plus développée. Voilà, Paris a exigé le plafonnement de la part des dépenses consacrées aux composants extra-européens et une interdiction des produits bénéficiant d'une protection de propriété intellectuelle provenant de pays tiers. Donc ils se chamaillent, la France et l'Europe, pour savoir, enfin la France et l'Allemagne comme d'habitude. C'est pas le seul sujet sur lesquels il y a des fâcheries en matière de défense. L'Europe de la défense, ça commence à être compromis, on part de très loin. On est dépendant des Américains, on prétend comme ça à la tribune, maintenant que les États-Unis sont devenus caca et que Trump est méchant, il faut absolument financer notre propre défense, assurer notre souveraineté dans la matière. Et puis finalement, ça va demander des efforts. Il va falloir travailler, prendre des risques, se contenter de ce qu'on a. Bon, on va quand même acheter américain. En toile de fond, il y a aussi des problèmes pratiques par rapport à l'Europe de la défense. Notre cher Thierry Breton, qui veut allier les industriels de la défense à 4, 5, 10 pays pour leur donner du fric. Alors ça a marché sur les obus, mais dès qu'on passe à des matériaux un petit peu plus techniques, un peu plus complexes, ça marche beaucoup moins bien. On a 2 échecs là sous le nez, avec le SCAF et puis aussi le MG, je ne sais plus quoi, le MGS truc, le fameux char franco-allemand. Donc tout ça a été voulu en 2017 par Macron, déjà pour les mêmes raisons. Lancé à l'automne 2017, peu de temps après l'élection du président Macron, le projet SCAF devait constituer un pilier central de l'émergence d'une Europe de la défense construite autour d'un socle franco-allemand commun. On en est toujours au même point. Ça fait 8 ans. Alors que pour Merkel, il s'agissait de résister aux pressions économiques et sécuritaires venues de Washington,
le président Donald Trump ayant fait de Berlin son punching ball de prédilection en Europe, le SCAF représentait la clé de voûte de l'émergence d'une Europe ayant atteint l'autonomie stratégique pour le président français. C'est une blague. On est en 2017. C'est fou, hein. À 8 ans de différence, c'est exactement la même chose. Les mêmes discours, les mêmes propos, les mêmes personnes, les mêmes problèmes. Avec Trump qui revient au pouvoir, les Européens qui courent comme des poulets sans tête et qui prétendent s'émanciper de la tutelle du méchant parrain américain qui les a trahis. Ils ont fait quoi depuis 2017? On va voir ça. Toutefois, à l'instar de son pendant terrestre, le programme MGCS, donc le char, le SCAF devait parvenir à harmoniser deux visions très différentes de l'aviation, avec la Luftwaffe qui privilégie les moyens lourds et la France traditionnellement tournée vers des trucs plus légers, et tout ça a plus ou moins capoté. On va justement en parler plus en détail. On touche au pinacle de l'échec de l'Europe de la défense. Pourquoi ça a foiré? Pourquoi est-ce qu'en 8 ans, il n'y a pas un début de projet d'avion européen? Pourquoi est-ce que les Bosch ont acheté des F-35 finalement? On nous rappelle ici, je me suis fait mon petit résumé, ça va plus vite. Donc le SCAF était un projet ambitieux, porté par la France et l'Allemagne, l'Espagne a ensuite rejoint, visant à développer un avion de combat nouvelle génération avec un système interconnectés. Donc c'est pas seulement l'avion, c'est aussi des drones qui l'accompagnent, le satellite, clouk de combat, etc. Tout ça devait remplacer les flottes actuelles de Rafale, d'Eurofighter, de F-18. On va unifier les flottes d'ici 2040. Porté par une volonté politique de coopération franco-allemande et d'autonomie stratégique européenne, blablabla, il y a eu beaucoup d'obstacles. Alors, il y en a essentiellement 5. Vous avez déjà des problèmes de divergence stratégique et européenne. C'est déjà ce qui avait été cité. La France et l'Allemagne ont des priorités militaires différentes. La France, puissance nucléaire et interventionniste, un peu moins maintenant, veut un avion polyvalent capable d'opérations extérieures, de décoller depuis un porte-avions, les Allemands n'ont pas de porte-avions, de porter l'arme nucléaire, les Allemands n'ont pas d'arme nucléaire, et justement l'Allemagne est plus axée sur la défense territoriale, elle est réticente à l'exportation d'armement, là aussi, puisque la France voulait vendre des avions pour financer le développement et amortir un peu les coûts. Et l'Allemagne ne veut pas en vendre à certains pays, notamment au Moyen-Orient. C'est quand même un marché important. Et il recherche un appareil plus limité à la défense aérienne. Ces visions inconciliables compliquent la définition d'un cahier des charges commun. Il y a aussi des conflits entre industriels, notamment au niveau du partage des tâches, mais aussi de la propriété intellectuelle des technologies. Les industriels impliqués, principalement Dassault Aviation et Airbus, qui est en fait maintenant sous commandement allemand, ils se disputent le leadership et la propriété intellectuelle. Dassault, fort de son expertise sur le Rafale, refuse de céder ses technologies stratégiques sans garantie, craignant qu'Airbus ne les exploite à son avantage. De son côté, l'Allemagne exige un partage équitable des tâches et un accès au savoir-faire français, notamment sur le New Generation Fighter, l'avion, quoi. Vous nous filez les technologies. Aucun accord équilibré n'a été trouvé, freinant les avancées. Problème de financement et de gouvernance. Le financement du SCAF dépend de parlements nationaux, notamment du Bundestag allemand, qui impose des validations par tranche et lie parfois le projet à d'autres programmes, justement comme le char du futur. Cette lourdeur bureaucratique, combinée à des retards dans les négociations entre États et industriels, a repoussé les étapes clés, comme le premier vol du démonstrateur, initialement prévu en 2026, désormais estimé à 2027 ou plus tard. Donc en fait jamais. Donc le truc n'avance pas. On voit typiquement la difficulté qui a été soulevée quand Thierry Breton a essayé de faire son truc là avec les obus. Rassembler 4 pays différents, 4 industriels différents pour ensuite distribuer du pognon, ça prend un temps fou. Et si les gens sont pas d'accord, ils sont pas d'accord et on fait rien. Et le temps passe. Manque de volonté politique soutenue. Malgré l'impulsion créée par Emmanuel Macron et Angela Merkel, il s'est rien passé. Changement de gouvernement en Allemagne, changement de priorité, on achète des F-35, et puis ils se sont rapprochés aussi du programme britannique Tempest, alimentant les doutes sur l'engagement vis-à-vis du SCAF. Les Français veulent pas nous donner leur technologie, on fait autrement, on va voir ailleurs. Et enfin, comme je vous le disais, dernier point, il y a les enjeux d'exportation et d'autonomie stratégique. Des accords sur les politiques d'exportation d'armement qui menacent la viabilité économique du projet, parce que la France comptait sur des ventes pour amortir les coûts. De plus, certains craignent que le SCAF ne devienne un Rafale plus sous domination française, ou au contraire un projet dilué perdant de son ambition d'autonomie
face aux solutions américaines. On ne veut pas avoir des pièces américaines, on veut un truc spécialement européen, mais comme l'Allemagne ne met pas grand-chose dans le panier en termes de technologie, ben, finalement on risque de se retrouver avec un Rafale Plus sur fond allemand, avec l'Allemagne en fait qui dépendrait de technologies françaises que la France ne voudrait peut-être pas partager, enfin tout ça est très compliqué. Donc il y a un enjeu de dépendance aussi de l'Allemagne vis-à-vis de la France et réciproquement. C'est un merdier quoi, on n'arrive pas à s'entendre, donc il se passe rien. C'est à tel point d'ailleurs que le PDG de Dassault évoque un plan B basé sur des évolutions du Rafale, si la coopération échoue, enfin bon, voilà où on en est. Et vous avez une réédition de ce merdier avec le fameux MGCS, le char de combat européen, là aussi lancé en 2017 par Macron, coopération franco-allemande, on est tous copains. Même problème, divergence stratégique, on n'a pas les mêmes priorités. La France veut un char relativement léger, innovant, polyvalent pour les opérations extérieures. L'Allemagne est tournée sur la défense territoriale dans un contexte OTAN, et elle veut un char lourd, et elle mise sur une modernisation du Léopard. Ce qu'ils veulent, c'est aller casser la gueule des Russes dans les plaines d'Ukraine. C'est tout. Cette absence de vision commune freine l'élaboration du cahier des charges unifié. On retrouve les rivalités industrielles, puisqu'on fait travailler des industries de défense de pays différents et d'actionnariats différents. Donc déjà, on avait fusionné le français KMV et puis l'allemand KNDS pour faire Nexter. C'était pour une répartition équilibrée des tâches. Et puis il y a eu l'arrivée de Rheinmetall qui a compliqué les choses. Ils ont débarqué avec leur Léopard 2, ils ont voulu contrôler l'agenda. Et puis toujours, on veut piquer les technologies du voisin, et notamment le canon Ascalon français. Voilà, l'idée c'est de piquer les technologies de la France. Toujours un manque de volonté politique. On a ici Andreas Schwarz, député allemand, qui a ouvertement appelé à abandonner le projet au profit d'une modernisation du Léopard 2, jugée plus rapide et plus économique. Bah alors, je croyais que quand c'était européen, on était plus forts tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? La France, attachée à une souveraineté technologique, peine à imposer ses vues face à un partenaire moins pressé. Retard et calendrier irréalistes. Le projet est sans cesse repoussé. C'est comme le démonstrateur du SCAF. Sauf que là, on est sur un horizon, c'était prévu 2035. Finalement, c'est 2040, 2045. Ces décalages, combinés à l'urgence de renouveler les flottes vieillissantes, poussent les deux pays à explorer des solutions intermédiaires, sapant la pertinence du MGCS. On va encore acheter américain. On parie. Ils ont déjà fait ça pour les avions. Concurrence européenne et dilution du projet, exactement comme les Allemands qui se tournaient vers le projet Tempest pour les avions. L'Allemagne a exploré des partenariats alternatifs avec l'Italie, la Suède, l'Espagne, notamment via un consortium soutenu par le Fonds européen de défense, pour un char concurrent, le FMBT. Donc le Fonds européen de défense, je crois que c'est 1,5 milliard justement pour la défense. Je ne sais plus quand ça a été voté, ça y a quelques temps. Donc on cofinance ça à hauteur de 20%, on cofinance des projets concurrents à ceux qu'on essaye d'instaurer entre la France et l'Allemagne. C'est complètement débile. La France a elle-même envisagé d'intégrer l'Italie pour rééquilibrer les forces, mais ces initiatives fragmentent l'effort franco-allemand, brouillent les objectifs initiaux, on ne sait plus où on en est. Voilà ce que c'est l'Europe de la défense aujourd'hui. C'est un merdier intégral, personne n'est capable de s'entendre sur des objectifs, donc on achète du matériel américain. Et après, ça c'est pour l'Europe de la défense sur le plan matériel, mais quand il s'agit de la politique, c'est encore pire. Qui décide de l'engagement de cette armée ? Bon courage, pour savoir. Quelle langue on va parler dans cette armée ? Il y a 23 langues officielles, je crois, dans l'Union européenne, avec 3 alphabets différents. On va le faire avec qui ? En plus, avec du matériel turc, en intégrant le Royaume-Uni, la Norvège, des pays qui ne font pas partie de l'Europe, en faisant un truc franco-allemand, donc qui néglige tous les autres pays de l'Union européenne. Oui, on n'a qu'à parler l'allemand, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Là aussi, quelle culture au niveau de l'armée ? Est-ce qu'un pays qui a la bombe nucléaire a les mêmes enjeux de défense qu'un pays qui ne l'a pas ? Donc, tout ça, c'est un foutoir indémerdable. Résultat, eh bien, on se met, comme disait De Gaulle, à la remorque d'un pays qui a une politique qui s'appelle les États-Unis. Donc on reste dans l'OTAN, on achète du matériel américain, et puis on supplie pour qu'en cas de problème, ils viennent bien nous sauver les miches. Et là, ils boudent parce que Trump a trahi la confiance, et maintenant on s'inquiète et on s'angoisse. Et on se chamaille entre nous parce qu'il faut faire l'Europe de la défense vite, 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 et c'est impossible en fait. Voilà, l'Europe de la défense, ça n'existe pas, c'est zéro, c'est ce que je vous disais par rapport au livret de défense, il faut trouver de l'argent pour financer l'augmentation de la production avant de pouvoir acheter le matériel.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des budgets qui ont été votés, mais l'industrie de défense n'arrive pas à suivre pour répondre à la demande. Et ils n'ont pas envie d'investir énormément d'argent si dans quelques années, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de commandes. Stock d'armes demain. Quand il faut des stocks d'armes hier, tiens, on fait comment? On réquisitionne. On a la délégation militaire à l'armement qui connaît bien les 4000 entreprises qui travaillent pour partie pour le civil, pour partie pour le militaire, et qui peut dire voilà est-ce que vous pouvez faire ça, dans quel délai, et la réponse eh bien il nous faut des nouvelles machines. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que on ait une régularité sur un certain nombre d'années compte tenu du coût des machines. Oui, mais quand il n'y a pas cette anticipation, mon colonel... Mais il n'y a pas de problème. Nous avons le potentiel humain et le potentiel industriel qui permet de faire tout ça. Simplement, il n'y a pas eu de commande dans le passé. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors maintenant, là, elles sont là, maintenant il faut presque rebâtir des lignes de fabrication. En investissant. Est-ce que le pouvoir politique, qui est toujours en retard d'une guerre, pardon de le dire comme ça, mais vous le savez mieux que moi, est-ce que le pouvoir politique, par la voix de Sébastien Lecornu, a eu raison de dire attention, maintenant je tape du poing sur la table et je vais réquisitionner des appareils productifs si jamais nous n'avons pas tant d'obus à la fin de l'année, par exemple. Où est l'argent? Oui, non, mais voilà. Je vous réponds, où est l'argent? Non, moi j'aime bien les paroles, mais j'aime bien l'argent. Si jamais j'ai pas d'argent, je peux pas investir. C'est tout, point. Ouais. Le problème est là. Et dans le passé, on nous disait, faudrait que vous soyez prêts à faire ci, vous soyez prêts à faire ça. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Il y a des commandes, il n'y a pas de commandes. Alors ça a duré comme ça quand même pendant 10 à 15 ans. C'est terminé là, c'est terminé. 10 à 15 ans. C'est terminé maintenant, c'est plus Michel Goya. Il y a des commandes. Ce n'est pas terminé, il n'y a que des mots. Pour l'instant, il n'y a pas de fric. Il n'y a pas de fric. Ça fait 3 ans que c'est la guerre, paraît-il, en Europe, que la Russie nous menace. Il n'y a toujours pas de fric, toujours pas de commandes. Et il n'y a toujours pas d'engagement aussi à maintenir des commandes pour plus tard, sur le long terme, parce que les industriels investissent sur 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois. Et si au bout de 5 ans, il n'y a plus de commandes, ils en font quoi de leur matériel? Ils en font quoi de leur investissement? Comment ils le remboursent? Donc c'est les Nicolas qui vont payer. Voilà où on en est de l'Europe de la défense. Donc on a aujourd'hui la répétition du même. On est dans une espèce de boucle infinie. Là, comment il s'appelait déjà ce film où le mec se réveille toujours le même jour? Voilà, un jour sans fin. Comme en 2024, à une année près, jour pour jour, quasiment, on nous ressort le discours sur les troupes au sol, il faut envoyer des gens, on va envoyer l'armée en Ukraine pour protéger l'Ukraine, vous allez voir quoi. Et puis on va faire un livret d'épargne, mobiliser l'argent des Nicolas, investir dans notre défense, etc. On nous bassine aussi avec le projet d'Europe de la défense politique. C'est un projet qui date de 1954. Ça ne s'est jamais fait. Il y a une bonne raison, hein, personne n'en veut. C'est pas faisable, c'est pas applicable pour les raisons qu'on a vues. Il y a eu des cas concrets là, avec le SCAF et le char franco-allemand. 2 échecs complets parce que personne n'arrive à s'entendre. Déjà sur la définition du cahier des charges, sur les industriels entre eux, bref, vous avez compris. Donc comme personne n'en veut, à la fin, on se range dans l'OTAN, c'est beaucoup plus pépère, c'est tranquille, et on est pris en charge par les États-Unis, on pose le cerveau sur la table, et on achète du matériel américain, c'est très bien comme ça. Mais les Américains sont devenus méchants. Ah, c'était l'allié, ça l'est plus. Ils sont devenus méchants avec Trump, et maintenant il faut s'en émanciper. Et cette idée de souveraineté européenne dans la défense revient sur le devant de la scène en 2025 comme en 2027. Comme en 2017, pardon. À 8 ans d'intervalle, on nous ressort les mêmes discours, les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, et dans 8 ans plus tard, il se sera toujours rien passé. Ces gens n'ont tiré strictement aucune leçon des échecs. Macron continue à mouliner sur ces conneries. Ça a foiré de toutes parts. C'était déjà con en 2017 et on le savait, mais il est venu avec son idéologie. Il a voulu calquer sa vision du monde sur des réalités qui ne fonctionnent pas comme ça a foiré. Il n'en tire aucune leçon. C'est idem pour Thierry Breton, dont l'objectif n'est pas d'armer le continent, n'est pas de répondre à une commande, mais d'en profiter, de distribuer de l'argent si vous faites une base unifiée au niveau européen de fabrication d'obus. Sinon, on ne vous donne pas de sous. Donc c'est des gens qui ont plus l'idéologie en tête que des éléments concrets et pragmatiques de souveraineté et de développement. Le résultat est catastrophique, mais évidemment, ils ne peuvent pas tirer les leçons de tout ce merdier, parce que sinon, c'est remettre en cause l'idéologie. Sinon, ça veut dire qu'il faut une défense nationale. Et donc, c'est une remise en cause de l'existence de l'Union européenne et du bien fondé de toutes ces conneries, faire l'Europe pour faire le poids. Et du coup, il faut sortir de l'OTAN aussi. Et il faut avoir une défense nationale qui peut après s'allier avec d'autres dans des objectifs.
Tu peux faire des coalitions internationales. Ça aurait pu être le cas en Ukraine, par exemple, si chacun avait son armée. Et c'est bien plus intelligent d'avoir 27 pays indépendants avec leur propre armée, leur propre matériel, leur souveraineté, et qui décident de leurs objectifs, plutôt que d'avoir 27 pays qui se mettent autour de la table et qui doivent décider d'avoir le même char, le même avion, le même matériel, la même armée, le même niveau de dépenses, les mêmes objectifs. C'est pas du tout pareil. Donc ça ne fonctionne pas. On en arrive du coup à la conclusion de notre vidéo qui va être un petit peu longue, puisque là maintenant on va lister les fameux objectifs de nos couillons d'Européens, les vrais objectifs dans cette fameuse guerre en Ukraine. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes ensemble, c'est quand même le moment. Ah, je vous avais dit que ce serait long. L'Europe de la défense et la spoliation des moyens de la France par la Commission européenne, estime Jordan Bardella. Jordan Bardella pas là, au Parlement européen, il n'y est jamais. Mais en tout cas, c'est exact, l'Union européenne profite de la crise pour s'approprier des compétences. C'est l'un des premiers objectifs, justement, la promotion du fédéralisme européen. À la fois l'Europe de la défense sur le plan politique et matériel, on voit ce que ça donne, mais aussi sur le budget, où avec le fameux emprunt en commun européen, on va pouvoir faire un endettement européen qui nécessitera une ressource européenne, donc des taxes européennes. Et puis on commence, on a fait déjà ça avec le plan de relance européen, on fait ça maintenant avec le plan de défense, 150 milliards. Thierry Breton dit que ça va être d'abord 100, 200, 300, des centaines de milliards. Et puis progressivement, on se rendra compte qu'au fur et à mesure que la dette de l'Europe grossit, les ressources de l'Europe doivent grossir aussi. On dit aux États de réduire leur budget à eux. Et bien entendu, le financement des dépenses européennes sont prioritaires sur celles de l'État. Donc vous ne renoncez pas à participer à notre formidable plan. Vous allez faire des économies sur vos dépenses nationales. Vous réduisez vos budgets. Et au fur et à mesure, donc, que la dette européenne augmente et que les recettes nécessaires pour la couvrir augmentent, on s'apercevra que petit à petit, en fait, la compétence budgétaire sera devenue européenne, au fil des milliards de dettes. Deuxième point, tout ça permet à Macron de briller, parce qu'il a un ego assez fragile, il a besoin d'être regardé, il a un manque d'attention criant. Peut-être devrait-il ouvrir un compte OnlyFans, ça nous ferait des vacances. Il est venu en fait à la télé nous parler de menaces russes pour revenir sur le devant de la scène. Macron capitalise sur un moment inespéré. 9 mois après la dissolution ratée, celui qui était vu comme autoritaire et arrogant revient sur la scène internationale comme le sauveur de l'univers, sauveur de l'Europe et de l'Ukraine et de toutes ces conneries. Bon, c'est vrai que il avait fini par inaugurer les chrysanthèmes. La dissolution ratée, on va pas revenir là-dessus, je pense que vous avez suivi un peu le sketch, et au début de l'année, il était un peu tristoun. Il s'occupait des affaires de Zizi à Brigitte, il était allé inaugurer une salle où il s'occupait de la rénovation du Louvre. Bon, il faisait plus rien, quoi. Il y avait des articles pour dire à quel point il avait du vague à l'âme. Et là, ça y est, c'est devenu l'homme de la paix. Il essaye de s'inviter dans les négociations. Et vous pouvez voir que le mec s'invente une vie, en fait. Il fait des tweets de cette nature. Je me félicite des avancées permises par les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine qui se sont tenues à ce jour à Jeddah, en particulier sur l'idée d'un possible cessez-le-feu. La balle est aujourd'hui dans le camp de la Russie. Le mec fait comme s'il participait. Tu n'es pas invité, Macron. J'ai échangé aujourd'hui avec Zelensky et le Premier ministre Keir Starmer à la suite des avancées permises par la réunion entre les États-Unis et l'Ukraine. La Russie doit accepter de cesser le feu, on va faire des réunions avec des chefs d'État, enfin, voilà, c'est le club des losers. Depuis le début, il essaye de faire des réunions avec qui veut bien venir. Il parle d'Europe, mais à la fin, c'est pour défendre un pays qui n'en fait pas partie. Il se réunit avec la Turquie, la Norvège, le Canada, le Royaume-Uni, et puis 1 ou 2 pays européens. T'en as les 3/4 qui participent pas à son foutoir et qui n'ont rien à faire. Mais il essaye d'exister, de se donner un genre. Voilà quoi, c'est les mystères de ce monde nous dépassant, faisons mine d'en être à l'origine. Et il fait semblant, mais apparemment ça lui permet de remonter dans les sondages. Au passage, toutes les affaires douteuses, les Betaram et compagnie, tout ça passe un petit peu au second plan. Maintenant, il multiplie les déclarations débiles. On va envoyer des troupes au sol, on va donner l'arme nucléaire à l'Europe. C'est stupide, il le fera jamais. Mais il fait des déclarations, il essaye d'exister médiatiquement. À force d'élucubration, il s'invite aux 20h, même quand ça suffit pas. Évidemment, tout ça est pour cacher le triste bilan de Macron. Vous en avez ici un échantillon. Vous pouvez mettre pause et regarder à quoi ça ressemble. Natalité, en 2017-2024, les comparaisons. Natalité, on passe de 1,88 à 1,62.
Défaillance d'entreprise, de 54 000 à 65 000. Défaillance de PME, alors c'est terrible, 2600, on passe à 5400 sur 12 mois. La dette publique a pris un tiers. En pourcentage du PIB, ça a pris presque 20 points. Déficit public, il y avait 59 milliards, maintenant il y en a 156. Heureusement que c'était le Mozart de la finance et qu'il devait rétablir les comptes publics. Enfin, je ne vais pas tout vous faire. Oh putain, la contribution de l'Union européenne aussi, qui passe de 17,9 à 24,3. En milliards, évidemment. Le budget de l'Élysée augmente. Le prix de l'électricité a presque doublé. Le taux de croissance divisé par 2. Il était déjà pas bien haut. Le spread aussi, écart de taux de financement entre la France et l'Allemagne, qui passe de 51 points à 82, c'est un désastre. Le seul qui a détruit le pays, c'est pas Poutine, c'est Macron et son équipe de débiles. Eux, c'est une menace pour la France. C'est comme Bruno Le Maire, qui voulait couler l'économie russe. Il a coulé l'économie française et européenne. Vous pouvez reprendre les vidéos que j'avais fait justement sur le sujet. Encore une fois, je vous invite à revoir toute cette merveilleuse playlist et notamment le suicide organisé de l'Europe, où je prévoyais, dès 2022, qu'à partir de 2023, la France et l'Europe seraient en récession et qu'on verrait une croissance en Russie. Ça a été le cas. L'Allemagne, ça fait combien de trimestres de récession dessus? Ça fait plus d'1 an qu'elle est en récession. Donc tout ça est glissé sous le tapis. Macron brille en société et on oublie le bilan désastreux, les affaires de gamins tripotés et passés sous silence, l'affaire aussi de la dissolution qui le rend totalement illégitime. Voilà. Et ça continue. Bien entendu, l'objectif de toute cette carabistouille, on en avait déjà parlé un peu dans la précédente vidéo, mais l'idée c'est quand même de mettre la main maintenant sur les ressources. Un fonds de reconstruction pour le pays sera établi dans lequel l'Ukraine contribuera à hauteur de 50% de ses recettes, provenant de la monétisation future des minéraux, des hydrocarbures, des infrastructures associées, alors que les États-Unis auront aussi une part substantielle de tout ça. Voilà. Les États-Unis se sont taillés la part du lion. En vrai, il n'y a pas grand-chose et on a surévalué sous ça les terres rares, c'est un peu du foutage de gueule. Mais enfin bon, l'Union européenne pourrait bien se mordre les doigts. Après tout, le bloc a d'abord signé un partenariat stratégique avec l'Ukraine sur les matières premières en juillet 2021. Et ils ont été dépassés par les événements. Ils avaient tout mis en place pour piller le pays et la guerre a bouleversé les équilibres. Et maintenant, c'est Trump qui rafle la mise et c'est pour ça qu'ils ont les boules. Bien entendu, on peut être toujours gagnant-gagnant. Naturellement, l'intervention de Trump a changé la dynamique, mais le Royaume-Uni reste extrêmement intéressé à négocier avec les États-Unis et l'Ukraine sur l'accès aux matières premières, et notamment au titane. Tiens, maintenant, ceux qui décident de l'allocation, de l'accès des matières premières de l'Ukraine, c'est les États-Unis. Oh, c'est bizarre ça. Non mais on s'est battu pour les valeurs, la démocratie. Alors ici, on nous rappelait que l'Ukraine n'est pas si riche que ça en terres rares et même les autres minerais, les hydrocarbures, quand on regarde le pourcentage par rapport à la production mondiale, c'est toujours intéressant de l'avoir dans la poche, mais c'est pas non plus ça qui va changer le monde. La Grande-Bretagne n'a pas à se préoccuper des terres rares, etc. Leur objectif clé, c'est plutôt d'accéder à deux éléments non négociables de toute stratégie industrielle contemporaine, le graphite et le titane. C'est ça qu'on veut. Le Premier ministre a montré son côté le plus impitoyable en réduisant l'aide. Ça, c'est l'aide internationale. Le truc pour les LGBT au Kosovo ou ce genre de conneries, quoi. Il a réduit ça pour augmenter les dépenses de défense et a même signalé qu'il était prêt et disposé à déployer des troupes britanniques sur le terrain pour protéger l'Ukraine et essentiellement les investissements de l'Amérique là-bas. Parce que c'est bien beau d'avoir accès aux ressources, mais il faut des moyens pour les extraire. C'est assez intense en capital. Il y a quelques milliards à investir pour avoir une mine. Faut des camions, faut du matériel, faut vous faire des gros trous. Il y a beaucoup de pelleteuses. Faut une usine aussi pour raffiner les minerais, pour les transformer et les exporter. Qui va garantir tous ces jolis investissements? On ne veut pas que ça prenne une bombe sur la gueule dans 10 ans. Voilà à quoi ils servent les troupes au sol. Ça, c'est comme en Syrie. Les Américains sont très engagés en Syrie, notamment dans la partie nord-est du pays, dans la localité de Deir Herzog, un truc comme ça, vous pardonnerez pour la prononciation. Bon, le fait que ce soit l'endroit où il y a tous les puits de pétrole est évidemment fortuit. Ça fait 10 ans que les États-Unis volent le pétrole des Syriens et l'exportent illégalement depuis l'Irak. Personne s'en plaint. Donc là, il y a des troupes au sol, autour des installations stratégiques, des investissements, des investissements de l'Occident en Ukraine, ils seront protégés par les troupes au sol. C'est pas pour défendre l'Ukraine. Ah là là, c'est juste, il fallait lire entre les lignes. Alors on conclut.
avec bien entendu un dernier objectif, la crédibilité internationale. Il s'agit d'un concours de bits. On a ici Joseph Borrell. De quand ça datait, ça? Ça doit être, voilà, l'année dernière, 26 mars 2024, on avait Joseph Borrell. Il était encore le chef de la diplomatie européenne. Voilà ce qu'il nous expliquait sur l'importance de l'engagement des États-Unis, de l'Europe et de la victoire contre les Russes. And we expect and we ask the US to approve the supplementary budget in order to continue providing support to Ukraine. You know, the US has a vested interest in supporting Ukraine. Otherwise, they will be giving a free pass to Russia. Donc ils espèrent que les États-Unis continueront à investir, à débloquer de l'argent pour l'Ukraine, et les États-Unis ont un fort intérêt à soutenir l'Ukraine, sans quoi ils vont laisser un laissez-passer à la Russie. And we know what happens then. We know that if we give a free pass to Russia, remember Crimea, remember Syria, if you... Et voilà, souvenez-vous, hein, quand on le laisse faire, vous vous souvenez de la Crimée, de la Syrie, je crois qu'il dit Syrie. Voilà, faut pas laisser faire Poutine. Hein. Don't show commitment and strength and real will to support Ukraine, we cannot afford Russia to win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not... Si on met pas de l'argent, si on n'est pas présent, on va laisser la Russie gagner et on ne peut pas la laisser gagner. Sinon, les intérêts américains et européens vont être abîmés. Là, vous avez une petite tranche de vérité. Hein. It's a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player. Vous avez vu le cynisme? C'est pas juste une question de générosité, c'est pas parce qu'on aime bien les Ukrainiens qu'on y va. Donc c'est pas pour les valeurs, la démocratie, le droit des États à disposer d'eux-mêmes, on s'en fout. On est là parce que si on laisse la Russie faire, les intérêts de l'Europe et des États-Unis vont être abîmés, notamment ici celui des États-Unis en tant qu'acteur au niveau mondial. Someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies. Voilà, les États-Unis doivent continuer à être perçus comme un partenaire fiable qui fournit de la sécurité à ses alliés. C'est un enjeu de crédibilité. C'est devenu, ça fait un moment que je le dis, la guerre en Ukraine, c'est un concours de bits. That's why we called the US to open and to approve the supplementary budget. Yes, I understand. Voilà. Donc vous avez un instant de vérité. Et sa successeuse, Kaja Kallas, l'Estonienne, en a rajouté une couche. China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on China risk? La Chine a une plus grosse économie, plus de personnel militaire que la Russie, et si nous déjà collectivement on n'arrive pas à battre, elle se reprend, elle voulait dire battre la Russie, c'était quoi, mettre la pression sur la Russie, eh bien comment est-ce qu'on va pouvoir être crédible pour faire face aux risques chinois? C'est un concours de bits de crédibilité internationale maintenant. Et l'enjeu aujourd'hui des européistes, qui se sont énormément investis en Ukraine, c'est d'éviter la débandade, quoi, la signature d'une défaite en race campagne. Ce qui d'ailleurs est en train d'arriver avec Trump qui négocie dans leur dos, puisqu'ils n'ont aucun poids politique, aucun poids militaire. Il s'agit de ne pas perdre la face, oui. Il s'agit aussi que la Russie n'ait pas une victoire complète sur tous ses objectifs, parce que sinon ça veut dire que l'Union européenne ne pèse strictement rien. Faut voir, hein. Il y a eu les sanctions les plus importantes quasiment de toute l'histoire. Il y a eu un soutien énorme. Ce petit pays dont l'économie fait la taille de l'Espagne a résisté à une coalition de 40 pays qui centralisent les 3/4 des dépenses militaires de la planète. Alors évidemment, ils n'étaient pas très investis, ils pétaient un peu dans leur froc, ils ne voulaient pas aller sur le terrain, ils voulaient utiliser les Ukrainiens comme proxy et comme viande sur le champ de bataille. Mais il y a un moment où la viande s'est tarie, où le pognon s'est tari, où même l'industrie de défense n'est pas performante, où tu vois que ces gens passent leur temps à faire des réunions, des grands discours sur l'Europe de l'indéfense, la réindustrialisation, et à la fin, quand il faut passer à l'action, on est d'accord sur rien, il se passe rien, puis de toute façon on est en déficit, faut qu'on réduise le déficit. Voilà. La puissance, c'est pas juste la surface du territoire, le nombre de consommateurs et de producteurs, ça passe par d'autres choses beaucoup plus opérationnelles dans la manière d'organiser
la production, de se servir des technologies, etc. Bon, on va pas faire un cours là-dessus. En tout cas, on voit le cynisme des dirigeants européens qui vous parlent de valeurs, voilà, ils ne savent jamais les définir parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et derrière, c'est tout autre chose. Donc les buts, les vrais objectifs de la guerre en Ukraine, on les a tous maintenant, dans ces 2 vidéos. Il y avait bien entendu l'exploitation de l'Ukraine par des traités de libre-échange, la libéralisation, etc. L'idée aussi de démanteler la Russie et de la coloniser par le même type de processus visant à transformer le pays en Disneyland pour investisseurs, ce qui permet de mettre la main sur toutes les ressources de cet énorme territoire sans avoir à négocier avec le méchant Poutine, hein, qui est replié sur lui-même et qui défend les intérêts de son pays et qui ne laisse pas des multinationales étrangères faire n'importe quoi, n'importe comment et exploiter les gens et tout ce que tu veux. Bref. Donc ça, c'est les 2 premiers points. 3e point, on peut distribuer de l'argent aux copains, parce qu'il y a quand même du fric qui a disparu hein, sur les dizaines de milliards qu'on a envoyés à l'Ukraine. On en a pour 300 milliards d'engagements. Il y a du pognon qui a disparu. Donc déjà dans le financement de la guerre, dans la reconstruction, dans aussi la politique de réarmement, on voit aussi, parce qu'il faut trouver du fric, on en profite pour mobiliser l'épargne des couillons, ce qui permet de financer à pas cher les copains. T'as besoin de dizaines de milliards pour investir dans l'indéfense, ça nous gêne un peu de te les prêter, et les investisseurs, en fait, ils ont un cerveau, donc ils demandent un taux d'intérêt relativement élevé par rapport au risque. Si tu veux qu'il y ait une déconnexion entre le taux d'intérêt et le risque réel, bah, on va aller voir les couillons, quoi. Hein, donc c'est Nicolas qui paye avec son épargne qui va être détournée pour financer des trucs non rentables et financer surtout l'augmentation du patrimoine de ceux qui possèdent l'industrie de défense et les actions dans ce secteur. On en profite pour faire avancer les objectifs européens. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6e objectif, la promotion du fédéralisme européen, tant sur la défense que sur le budget, hein, ça on en a parlé. 7e objectif, le remboursement du grand emprunt oblige à créer des taxes, à transférer des compétences budgétaires à l'Union européenne. Dernier objectif, le 8e, le concours de bits international. On doit montrer qu'on a la plus grosse, qu'on est les plus forts. Juste, on ne sait pas, c'est une forme de masculinité toxique. C'est juste, voilà, un enjeu de crédibilité, parce que les gens, tout le monde est méchant. On est cerné par des méchants. Et donc, il faut qu'on montre qu'on est plus méchant qu'eux, et plus fort qu'eux. Sinon, ils vont nous manger. Voilà la mentalité. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je suis éclaté. Je suis complètement crevé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, c'est ça, c'est le patriarcat toxique. C'est de la beaufrie internationale. Ben, on la voit pas, la Sandrine Rousseau, dénoncer la masculinité toxique. Quand c'est Trump, c'est très grave. C'est le retour de l'extrême droite et des nazis. Voilà, mais quand c'est les Européens, c'est pas un problème. Ouais, donc acheter des conserves sur zone artisanale. La guerre, oui, mais avec du pâté de qualité. Je vous remercie d'être passé pour suivre cet incroyable direct. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, dites merci Sandrine de lutter contre la masculinité toxique. Voilà. Mettez ça dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à passer sur zoneartisanale.com et je vous annonce que je vais légèrement disparaître pour les 2-3 prochaines semaines, normalement 2. Parce que là, je vais bosser sur le prochain produit de merde. Donc normalement, après cette vidéo, la prochaine, c'est un produit de merde sur le café. Merci à tous et puis à très bientôt pour toujours plus de singerie. Et à mon avis, on arrive bientôt au bout des singeries sur l'Ukraine, mais on n'est jamais à l'abri de quelques épisodes supplémentaires. Bref, bonne soirée.